T'es là, tu veux aider les artistes, mais les artistes, ils en ont rien à foutre en fait. Ils se servent de toi pour arriver à un but. Au même titre que tu te sers des artistes pour arriver à faire quelque chose que toi, t'es pas capable de faire. Et c'est là où c'est très compliqué dans le monde de la musique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de belles histoires producteurs-artistes. Je faisais l'événementiel, j'avais des restaurants et tout, je faisais plein de business et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Vraiment tout perdu. C'est-à-dire je me suis retrouvé à la rue alors que j'étais quelqu'un qui avait vraiment réussi. Je suis tombé tout en bas, jusqu'à dormir dehors et tout. Enfin, ça a été très violent. Et la musique a été un peu une manière de me sauver parce que je me suis dit, je vais aider des gens avec mes compétences à faire quelque chose. En gros, je vais sortir quelqu'un qui galère et avec mes compétences, on va avancer ensemble et on va devenir les meilleurs amis du monde et on fera des barbecues le week-end et on s'aimera vraiment. Et deuxième claque dans la gueule, c'est pas du tout comme ça que ça marche, tu vois. T'as deux mondes qui s'affrontent. Un mec qui est là pour faire de l'argent rapidement, récupérer son argent et développer sa vie autour de ça. Et un artiste qui, lui, tu l'as aidé au début, mais devient vite un poids. Les gens le voyaient pas assez et ont souvent cette naïveté de dire non, mais moi je sais d'où je viens et je sais que je respecterai mes gens autour de moi. Mais non, ça passe jamais comme ça. Et donc là rentre un côté psychologique très difficile parce que l'artiste il est tiraillé entre les nouvelles propositions beaucoup plus alléchantes que toi. Toi, tu étais là au début, mais là maintenant, il peut exploser grâce à tout ce qu'on lui propose. Et toi, tu deviens son problème majeur. T'es le mec qui le bloque. Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je vous fais un petit débrief du concept du podcast. C'est parler musique, bien sûr, mais vu qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Arthur qui va se présenter, voilà, et avec qui on va échanger, on va orienter un peu ce podcast d'une manière un peu différente. On va parler musique, mais aussi beaucoup de psychologie autour de la musique. C'est hyper important le but de ces podcasts-là, c'est surtout d'aider aujourd'hui les artistes, les producteurs, tous les gens qui sont liés à la musique. Et c'est important pour moi aujourd'hui de comprendre que la santé mentale et le bien-être et toutes les angoisses que vous pouvez avoir en tant qu'artiste, que moi je peux avoir en tant que producteur, qui vit aujourd'hui nos vies, c'est normal et c'est quelque chose qui est comme aujourd'hui dans les tendances, c'est OK. Et c'est quelque chose qui est important de mettre en avant. Donc moi, je me présente vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Cyril, je suis producteur de musique, j'ai produit beaucoup d'artistes. J'ai produit Tyke, j'ai produit Eva Queen, j'ai produit Carla, j'ai produit Billy Crawford, je suis éditeur de Yans, j'ai fait tout un gros panel de réussites dans ma vie. Rapidement, le côté psychologique avec les artistes est devenu trop dur pour moi, au même titre que sûrement vos expériences par rapport à des histoires avec des producteurs ou quoi, c'est toujours très compliqué. C'est un couple qui ne marche pas, déjà à la base, producteur-artiste, surtout quand c'est pas pris depuis le début. Il y a de très belles histoires de producteurs-artistes, mais il y en a peu. Et c'est souvent des gens qui démarrent ensemble dans leur vie. Okay. Et j'ai eu aujourd'hui la chance de développer une plateforme qui s'appelle Deepster, qui est devenue aujourd'hui un produit financier, une plateforme de distribution musicale, qui est aujourd'hui devenue la plus grosse plateforme d'Europe et avec qui on a des objectifs incroyables. Donc on est devenu beaucoup plus financier maintenant. Donc on prend la musique d'une manière beaucoup plus business, encore plus qu'avant. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre est-ce qu'il y a une possibilité de liaison entre la musique, le business. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que ça ne l'est pas? Et pourquoi ça ne l'est pas? Pourquoi c'est toujours un problème? Pourquoi ça finit toujours par partir en vrille? Et d'échanger. Voilà, c'est vraiment très libre et l'idée, c'est de parler comme on a envie de le faire. Donc Arthur, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux te présenter. Donc moi, je ne suis pas artiste, je suis créateur de contenu sur les réseaux. En fait, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai 29 ans aujourd'hui, à 21 ans, j'ai un peu été frappé d'un trouble anxieux. Donc un truc assez vénère. J'ai eu la chance, par les rencontres que j'ai fait, d'en guérir. Ça m'a pris à peu près 4-5 ans. Et en fait, quand tu sors d'un truc comme ça, tu ne dois pas faire autre chose de ta vie à part un peu fermer la porte derrière toi, aider ceux qui sont encore en train de le traverser. Et donc, à peu près 2 ans et demi, j'ai lancé ma chaîne TikTok où j'ai un peu parlé de mon expérience personnelle de guérison et tout, avec mes conseils que je donnais. Mon rôle, en fait, c'est d'avoir un peu un rôle complémentaire au suivi psy médical que les gens vont avoir pour donner ce qu'on appelle de l'expertise empirique. Donc, en gros, en tant que vécu, moi-même, j'ai vécu ce que les gens vivent aujourd'hui. Et donc, ça me permet de les aider comme ça. Et donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans que j'ai lancé ça. Ça marche. Il y a un gros besoin. Il y a eu un énorme besoin dès que j'ai commencé.
Donc assez rapidement, c'est devenu un peu mon taf, quoi. Et donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Super, merci. Merci Cool. d'être là, vraiment, c'est Avec très, plaisir. très cool d'avoir accepté. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je sais pas ce que va donner les échanges par rapport à ça, comment on va pouvoir orienter tout ça, mais je trouve que c'est des sujets qui sont pertinents et dans la difficulté dans laquelle on vit aujourd'hui, que ce soit par l'arrivée de l'IA, que ce soit par rapport au succès qu'on espère tous en tant qu'artistes, aux pressions qu'on vit, ben, je pense que c'est important de comprendre des choses. Donc voilà, ben, écoute, vas-y, présente-toi. Salut, enchanté déjà, bonjour Salut. à tous. Moi, c'est Louis, alias Light Energy. Ok. Voilà, je suis DJ producteur depuis 10 ans à peu près. Ok. Voilà. Je... Tu as Donc, développé une carrière de. Quand tu dis DJ, c'est tu crées tes musiques Oui. ou tu as aussi un rôle en parallèle de Je DJ compose, en soirée, fait, je suis ingé son, donc j'ai mon studio où je développe mes musiques, je crée, etc. Ok. Pour mes sets ou pour sortir sur les plateformes. Et voilà, et à côté, moi je pense ma musique en fait pour le show et pour l'événement, Ouais. pour la soirée. Je vois ma musique électronique comme ça. Ouais. Et donc voilà, soit j'interprète d'autres musiques que je vais rejouer dans mes sets, voilà, je fais des remixes, des choses comme ça. Ou alors voilà, je crée mes musiques et je joue en soirée quoi, comme un DJ quoi. C'est la Voilà. première question qui me vient, c'est tu distribues où tes musiques? Via des distributeurs en ligne. Ok, Ouais. pas chez nous alors, c'est Non. ça. Ok. Parce que vous, Bon. c'est via des. Nous, c'est pareil, on est concurrent Enfin, à la base, quand on a créé Deepster, c'est vraiment une plateforme qui permet. Moi, je me voyais plus continuer dans la production classique, Ouais. mais pour autant, on avait énormément de compétences et très techniques. Ouais. On a développé cette plateforme aujourd'hui qui, on a un peu plus de 40 000 artistes en distrib, Mhm. mais surtout maintenant, on devient un vrai produit financier. Mais notre objectif, c'est que tous les artistes viennent chez nous. Mhm. Et on a encore un manque de popularité par rapport à des gros concurrents comme TuneCore ou DistroKid Mhm. qui sont implantés depuis très longtemps. D'accord. Et donc, justement, pour éviter d'avoir cette action massive de marketing pour faire venir tous les jeunes chez nous, on a changé un peu la politique. On a un peu dirigé un peu comme peut faire Believe, que vous connaissez sûrement, Mhm. c'est-à-dire d'avoir des gros artistes en signature, ce qui est le cas aujourd'hui, pour ramener les petits artistes. Et le but de ce podcast aussi, c'est Ouais. d'expliquer aussi rapidement ce qu'est Deepster pour que les gens puissent venir dessus. Donc, je ne peux que te conseiller de venir Oui. sortir tes musiques, c'est Deepster, tu verras. C'est Je pareil, regarderai. voire en mieux. Et ok, super, bravo. Et du coup, là, t'en es où de ta carrière aujourd'hui musicale? Est-ce que ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? Ça fait 10 ans que je fais ça, mais D'accord. j'ai eu plein de projets, il y a plein de choses qui se sont passées. Et voilà, la musique, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Ouais. Euh, Dans mais- 10 ans. Hein. Pardon, ouais. Mais voilà, là, je suis en plein développement et je me trouve vraiment artistiquement maintenant. Voilà, je suis sur le point de sortir un EP, voilà, dans pas longtemps, donc voilà, Trop je me, cool. je me trouve maintenant, vraiment. T'es accompagné Oui. Je suis accompagné de mon manager juste ici et D'accord. de mon photographe qui est là. D'accord, ok. Oui, donc tu as déjà une équipe autour de toi Je qui... construis mon équipe petit à petit. Ouais. D'accord. C'est pour ça que ça prend du temps à créer un projet artistique qui est cohérent et sérieux de A à Z. Je me vois pas en fait faire de la musique pour dire voilà, je fais de la musique, j'ai envie de proposer quelque chose qui voilà me correspond mais qui est comment je vais dire, créatif de A à Z quoi, proposer quelque chose de vraiment intéressant. Après c'est reçu ou pas, chacun voilà voit. Et aujourd'hui, ça commence à marcher quand même un petit peu ou Ouais, c'est ouais, je suis content. Bah là, je sais pas si vous connaissez un peu la musique électronique. La Ouais, scène. bien sûr. Enfin, ouais. J'ai été joué dernièrement par Elliott Models. Et D'accord. donc, voilà, c'est une validation qui est quand même que moi je trouve vraiment intéressante. Et voilà quoi. T'arrives à avoir des auditeurs, à développer une communauté d'auditeurs ou pas encore? Ouais, c'est en début, mais ouais. D'accord, ok. Mhm. Cool, super. Voilà. Parfait. À toi. Moi, je m'appelle Inde, Hmm. j'ai 21 ans et je suis une chanteuse de R&B et de soul. Cool. J'ai commencé il y a un an à peu Ok. près. J'ai sorti mon premier single en avril dernier. Et j'ai sorti un EP aussi en février. Et du coup, Le début, quoi. c'est le début. J'apprends à gérer tout ça. Je travaille avec un producteur indépendant et des compositeurs aussi, dont Betuel qui est juste là. D'accord. Et voilà, je fais mon truc. Enfin, je fais de la musique depuis toute petite, donc en fait, pour moi, c'était la suite logique, même si je fais mes études en parallèle.
c'était la suite logique de me lancer à un moment donné, même si je suis quelqu'un d'assez timide, réservé. Mhm. Et j'ai pris du temps avant même de pouvoir poster sur les réseaux. Pour moi, c'était une angoisse de ouf de juste prendre mon téléphone, de poster la promo, tout ça. J'ai encore du mal avec ça. Mais je suis passionnée, donc je fais mon truc. J'ai pu faire quelques scènes sur Paris, parce que je ne viens pas du tout de Paris à la base. D'accord. Je viens d'une petite ville à côté de Lille, dans le nord. Du coup, j'ai pu faire quelques scènes. J'ai pu travailler avec des musiciens que moi j'apprécie et que je trouve quand même assez chaud, quoi. Et voilà. Trop bien. Super. Trop cool. Je pense que tu as fait la transition avec la prochaine question, mais c'est vraiment important, je pense, parce que du coup, vous avez quand même un peu déjà des gens autour de vous. C'est pas évident, surtout quand tu démarres une carrière, parce qu'on a souvent cette problématique. Peut-être, bon, t'es pas encore vraiment familiarisé avec le monde de la musique, mais tu comprendras vite où je veux en venir. Le monde de la musique, t'as toujours des artistes, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont des créateurs, donc des gens qui ont déjà un problème mental à la base, parce qu'un artiste, c'est pas quelqu'un de normal, tu vois. Pour se lever le matin et se dire je vais créer des choses toute la journée, c'est déjà pas dans la société actuelle quelque chose de commun, donc tu es déjà un peu à part. Et tu rentres dans un monde pour y arriver où tu es obligé d'être avec des producteurs, des managers, des gens qui vont gérer ta vie, tes développements. Et c'est très compliqué parce que c'est deux mondes qui sont complètement opposés. Et aujourd'hui, se trouver une équipe, elle est soit des gens qui croient vraiment en toi, mais ils croient en toi que pendant un moment, parce que si tu marches pas, au bout d'un moment, ils te lâchent. Ou alors, c'est toujours un peu comme ça. Si un producteur qui va investir de l'argent sur un artiste, ça a toujours une difficulté sur le long terme, parce que psychologiquement, tu veux... moi, je sais que la plus grosse angoisse que j'avais quand je produisais de la musique, c'était que mon objectif, quand je signais un artiste, était de gagner de l'argent très vite. Parce que j'ai pas le choix. Vous avez un artiste à sa carrière sur toute sa vie. Ça peut prendre 2 ans, 10 ans, 15 ans. À la limite, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est compliqué à gérer ce suivi, mais pour un producteur, c'est déjà très compliqué. Et ça, on arrive sur la première question. Et après, j'orienterai les questions. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, sur un côté équipe, comment vous avez réussi à monter votre équipe? Parce que toi, tu débutes. Alors, il a fallu que des gens viennent à toi, te fassent confiance. Et vu qu'en plus, tu es quelqu'un de timide, c'est pas toi qui allais les chercher. Comment ça s'est passé? Moi, déjà, j'écris vraiment depuis toute petite. Depuis que j'ai genre 13-14 ans. Mais du coup, comme je disais, j'avais jamais osé aller en studio, payer un studio. Pour moi, c'était un truc de ouf et j'avais trop peur. Et en fait, je suis très fan de Monsieur Neuve. Je sais pas si vous connaissez. C'est un chanteur de R&B. D'accord. Il a fait un concert il y a 1 an, du coup. J'y suis allée et je me suis renseignée un peu sur les studios qui étaient branchés R&B, Soul. Et j'ai payé, du coup, ce studio pour faire mon premier single qui est sorti. Et en fait, c'est le patron de ce studio, du coup, qui m'a envoyé un message parce qu'il avait bien aimé ce que j'ai proposé, quoi. Et du coup, il m'a demandé de lui envoyer d'autres maquettes de trucs que j'avais chez moi. Et du coup, on en est venu à travailler comme ça ensemble. J'ai fait mon premier projet avec lui. Et du coup, c'est pour ça que je fais les allers-retours entre Paris, Lille. Et c'est comme ça qu'on a monté notre équipe. Enfin, on est 2. Et 3 avec Betuel, du coup, qui fait les prods de tous mes projets, enfin, du projet qui est sorti et des sons qui sont à venir, là. Et voilà. Comment ça a démarré, là, aujourd'hui? Tu commences à avoir des auditeurs un peu? C'est au début? Ouais. Du coup, comme je disais, j'ai sorti mon premier projet, mon premier single aussi. Le premier single, franchement, j'ai eu pas mal de retours de pas mal d'artistes que j'apprécie. Enchanté Julia, je sais pas si vous connaissez. Des retours de médias aussi, de R&B. Et ouais, franchement, sur Spotify, ça va, c'est pas énorme, mais je suis quand même contente parce que moi, je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais même pas à avoir genre 2 écoutes. Pour moi, c'était déjà ouf que 2 personnes écoutent ce que je fais. Du coup, ouais, je suis contente. J'ai pu être dans pas mal de playlists aussi éditoriales sur Spotify ou Deezer. Donc, ah ouais, c'est cool. d'accord. Ouais. Ok, tu distribues chez iMusician.
Ok, putain. C'est quoi ce casting là? Il faudrait Non, je rigole, à chaque fois, c'est toujours un peu le sujet. Tu vois, c'est intéressant, Arthur. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce que tu vois, là, en plus, on a vraiment le signe. Tu vois, c'est pas évident quand tu sors comme ça et que tu n'as pas ni le recul, le charisme encore et l'expertise. Euh, Est-ce que toi, tu aurais on va dire un tips ou un conseil ou une manière de... Parce que l'angoisse aujourd'hui, ce qui est pour moi l'angoisse et le côté très charge mentale que tu peux avoir là-dessus, ça se sent chez toi que tu as quand même beaucoup de... Ça a dû être vraiment un effort pour surmonter tout ça. Comment on l'explique scientifiquement ça? Est-ce que ça a quelque chose de cohérent? Parce que, et surtout, est-ce que ça se travaille? Tu vois, sur ce genre Pour moi, je pense que tu as fait la chose qu'il fallait. Et en fait, c'est que malgré ton stress, malgré toutes tes émotions voulaient te dire, tu as ta passion qui a pris le dessus. Tu vois. C'est ça, c'est Tu es exactement allé au ça. studio Ouais. et pour moi, la clé, c'est pas essayer de gérer l'angoisse. C'est juste, au début en tout cas, de lui dire, c'est pas toi qui vas décider de ma vie. C'est moi qui vais décider. Et c'est ce que tu as fait. Tu as été à ton studio, tu as enregistré et après, c'est ton Ouais, talent ouais. qui a parlé pour toi. Là où tu n'avais pas encore la capacité à dépasser ta timidité, ce que tu vas clairement bosser pas avec ce que tu vas faire, mais c'est ton talent qui a parlé pour toi. Donc après, la vie te donne un petit coup de pouce, quoi. Mais ce fait, pour moi, de commencer par dire, en gros, c'est pas l'angoisse qui va dire ce que je vais faire. C'est vraiment la première étape pour lui faire comprendre qu'elle est en second plan et que c'est pas elle qui va être l'ennemi principal dans tout ça. Après, les ennemis, ça devient des ennemis, les obstacles, ça devient des trucs rationnels, comme comment faire des vues, comment avoir de l'argent avec mes projets, comment tenir au long terme et tout ça. Parce que je pense que tu as pu le voir, toi, en 10 ans. Pour moi, à 10 ans, c'est le minimum, en fait. C'est l'unité de mesure minimum pour établir quelque chose de clair. Donc, il faut être patient et puis il faut trouver une Avoir du manière, du recul. coup, pragmatique d'avoir cette patience. Parce que si t'as pas un rond, compliqué d'être patient, quoi. Ben oui, et puis en plus, on vit dans un monde. Alors toi, je sais pas comment tu as vécu ça aussi, parce que aujourd'hui, 10 ans, c'est quand même mentalement, faut tenir 10 ans. Alors moi, faut c'est toujours la résilience des artistes, ça m'a toujours passionné, parce que moi, dans le business, quand quelque chose marche pas, je passe à autre chose, tu vois. Dans la musique, quand ça marche pas, ben, tu vas pas changer de style continuer, toutes les 2 minutes, parce que de toute façon, ça peut ne pas marcher non plus, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas évident. Et puis, en plus, il y a ce facteur financier qui est aussi compliqué. Et cette résilience artistique, moi, ça m'a toujours passionné. Parce que toi, aujourd'hui, quand ça fait 10 ans, tu as eu quand même des étapes. Alors là, visiblement, tu as un artiste connu qui t'a joué, donc c'est une fierté. Ouais. Mais c'est pas encore assez rentable aujourd'hui pour en vivre. Non. Ça apporte une visibilité, mais non. Mais oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des moments de doute, évidemment. Mais je pense que 10 ans, c'est un milieu de passionnés, quoi. Tu peux pas y arriver si t'es pas passionné, la musique, je pense. Parce que tout l'apprentissage qu'il y a, toutes les galères financièrement, c'est voilà. Moi, j'ai toujours investi toutes mes économies dans mon studio, dans ma musique, quoi, dans mes études, dans Donc tout. tu bosses à côté, tu ramènes de l'argent et tu... Oui, là maintenant je bosse à côté, mais j'étais ingé son là, les 2-3 dernières années. Donc voilà, mais c'est tout le matériel que j'ai dans mon studio, voilà, j'en ai pour, je sais pas, 10-15 000 euros. Ben voilà, c'est du travail à côté qui permet de payer du matériel. Et voilà. Et après, je dis 10 ans, ouais, j'ai commencé à mixer, j'avais 15 ans, j'en ai 27 là. Voilà, il y a eu plein d'histoires. J'ai monté un collectif, ça a fonctionné. Et puis après, ça s'est cassé la gueule pour X et Y raison. Et puis du coup, tu redémarres à zéro alors que t'étais un peu connu. Et c'est que des hauts, des bas comme ça. C'est encore plus chaud dans l'électro parce que moi, je connais beaucoup de gens, par exemple Tristan Ziavner, tu vois, des artistes comme ça qui ont eu un succès incroyable. J'ai des établissements de nuit, donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de DJ qui ont réussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que je crois que c'est encore un monde encore plus compliqué que la chanson, parce que tu peux avoir un tube en électro, tout le monde va le connaître sans savoir qui y a derrière. Ça, c'est encore un autre schéma, parce que tu mets rarement un visage, à moins que le mec fasse Tomorrowland, ou tu vois, c'est plus difficile de mettre un visage. Comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui est plus compliqué? Parce que tu peux faire un hit, tu peux faire un tube, ça va être venu derrière, mais les gens vont connaître ta musique sans connaître qui tu es. Et du coup, ça te demande aussi
de rentrer dans les réseaux sociaux, de faire ça, ouais. tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà commencé à développer ou... Moi, ça m'embête cette histoire de. Parce D'accord. que c'est-à-dire qu'on a beau vouloir créer une direction artistique qui est assez un truc voilà choisi, mais avec les réseaux maintenant, on est obligé de. J'ai l'impression de T'es obligé de faire ce passer par que là. tout le monde fait, pardon, Ouais. de faire ce que tout le monde fait pour que ça fonctionne et qu'on parle de toi. Tous les réels, etc., et poster à une certaine fréquence et tout. Moi, ça, c'est une pression que je trouve incroyable et qui va pas du tout dans le sens de la création artistique. Enfin, Faut moi, ça me réussir, correspond pas. Après, voilà, il faut le faire. C'est comme ça si on a envie de. Ça, ouais. Mais je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais Je c'est trouve vrai que ça tue. c'est une pression, ça, qu'on voit beaucoup dans le monde de la musique. C'est ce besoin, cette obligation. C'est même pas un besoin, c'est une C'est ça. obligation Mhm. de performer sur les réseaux sociaux. Mhm. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes le vivent mal. C'est quelque chose qui n'est pas évident, ça, même en psychologie, de se dire je suis obligé de. Tu vois? Parce que quand tu es un chef d'entreprise, quand tu es un artiste, tu es un chef d'entreprise Ah dans ouais, l'âme, clairement. c'est ta création, tout ça. Mais quand tu es obligé de faire quelque chose que les gens veulent alors que c'est pas ce que toi tu as envie de délivrer, et pour y arriver, tu es obligé, Mhm. c'est quand même quelque chose de Pour moi, il y a deux compliqué. points. Il faut trouver une manière d'accepter les choses. Dans la vie, il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'il faut accepter. Mais quand même, de trouver une façon de le faire d'une façon qui te plaît. Mhm. D'une façon qui t'arrange, d'une façon qui est pas chronophage, tu vois. Alors moi, je fais 5 vidéos par semaine. J'aime pas. C'est pas un truc que j'aime de faire des vidéos, d'écrire, etc. J'aime bien le coaching, j'aime bien parler aux gens directement. Là, il y a un truc humain, mais créer les vidéos, j'aimais bien au début. Franchement, j'aimais bien, hein. Mais d'un moment, monter des vidéos pendant un an, t'en as marre. Donc, j'ai pris un monteur, etc. J'ai systémisé mon truc pour faire en sorte que tout ce qui est pénible, déjà, si je peux faire en sorte que c'est pas moi qui le fais, tant mieux. Mais si je peux faire en sorte de le systémiser pour que ça prenne le moins de temps possible, tout en gardant une qualité, Ouais, tant donc mieux. toi, c'est le conseil que tu donnes, c'est Ouais, utilisez Ouais. votre créativité, justement, Mhm. pour pouvoir contourner ce problème de choses que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu n'aimes pas faire un truc, tu vas arrêter de le faire. Mhm. Tu peux que marcher quand tu continues dans le long terme. Donc, trouver un moyen de à la fois faire un truc qui te plaît quand même, tu vas avoir un aspect que tu aimes bien, mais aussi trouver une manière de le systémiser. Donc, soit en outsourçant et en quelqu'un qui fait le travail pour toi, Mhm. soit en utilisant des outils. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui permettent de monter très rapidement, de faire des trucs très rapidement. C'est le côté cool de l'IA, il y a le Mhm. côté hyper relou de l'IA qui veut remplacer l'artiste, mais tu as quand même une grosse partie, on n'en parle pas beaucoup, d'outils IA qui aident l'artiste à créer hyper rapidement. Mais je trouve que, ce que je disais ça, mais pas dans le sens de faire, tu vois, le montage, de se filmer et tout. Bon, ça, c'est une chose, mais il faut aussi réussir à trouver un point de corrélation entre la direction artistique et Ouais. le fait de... Parce que dans la Ouais, la musique DA d'image, électronique, dans la techno, entre guillemets, j'utilise le terme générique, enfin, on aime bien quand même avoir une certaine distance avec le public. Je trouve que ça participe à l'image du projet. Ouais. Et je trouve que du coup, là, les réseaux nous poussent à justement être plus proches du public. Et du coup, c'est complètement décorrélé du projet artistique, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est difficile de trouver un juste milieu entre ces deux pans du sujet. Il y a un gars qui le fait super bien en ce moment, c'est Fred Again. Je trouve D'accord. que là, il arrive vraiment à avoir ce truc très proche de son public, où là, il est en train de faire une tournée pour son nouvel album, et il prend une photo de chacun de ses concerts dans, je sais pas, il fait genre 10 villes, je crois, donc 10 pays différents, et il sort un son à chaque fois qu'il va faire un concert dans cette ville, pour présenter son album, pardon. Et à chaque fois, il prend une photo de quelqu'un du public pour faire la cover de ce son. Donc, il est très proche de son public, mais à côté de ça, il garde un truc mystérieux. Voilà, je suis un DJ de musique électronique, je compose, je fais des trucs un peu chelous, mais je poste quand même sur les réseaux. Il a réussi à trouver ce juste milieu, et qui est pas du tout facile. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai du mal à ça. Il faut avoir l'idée à 2h du mat, en mode ah ouais, ça peut marcher comme ça, quoi. Moi, je sais que en tant qu'artiste, mais de manière générale dans la vie, la créativité, on en parle beaucoup dans des conférences un peu bullshit en business, la créativité c'est important, etc. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Se créer un environnement où tu peux avoir des idées, moi c'est quelque chose que j'ai compris en créant ma chaîne, c'est qu'avant je travaillais comme un acharné, je n'avais pas de week-end en fait. Et c'est le moment où j'ai commencé à me créer du repos dans ma semaine, où j'ai pu commencer à avoir des idées, mais des idées aussi bêtes que... je vous donne un exemple. Moi j'ai mis 3 semaines à faire 800 abonnés. Et après, en 2 semaines, je suis passé à genre 70 000 abonnés. Et en 3 mois, j'avais 150 000 abonnés. Donc, il y avait un gros besoin. C'est la raison principale pour laquelle je suis monté aussi vite. Mais
le truc qui a vraiment fait la différence, c'est une idée que j'ai eue de, en gros, faire un hook. Quand tu as une vidéo, tu fais un hook. Mhm. Après, tu as ton corps de la vidéo. Et à la fin, tu mettais ce qu'on appelle le call to action. Donc, tu dis, en gros, abonnez-vous. En gros, Mhm. tu fais du contenu et ton contenu doit te servir à toi aussi, tu vois. Et bah, en gros, j'ai juste mis le call to action entre l'intro et le corps. Ok, J'ai ok. juste fait intro, abonnez-vous et corps. Une idée que j'ai eue à 2h du mat. Mhm. Ça a tout changé. Parce que j'avais créé cet environnement où j'étais en mode, ok, arrête d'être trop en mode travail. Essaye de respirer un peu, voir quelle idée tu peux avoir. Et Mhm. bam, l'idée arrive. Mhm. Et pour moi, la carrière d'un artiste, c'est que ça. Arriver à se créer un environnement où tu as des petites idées comme ça qui changent tout, quoi. Mhm. Mais tu peux pas forcément contrôler quand ça arrive, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aujourd'hui que c'est une pression parce qu'on est dans un monde aujourd'hui. Enfin, moi, je suis très heureux de ne pas avoir eu ce talent musical parce que je sais ce que c'est dur. Quand je gérais aujourd'hui, au tout début de la carrière d'Eva, Eva, ça s'est démarré à une vitesse incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi ça à l'époque. C'était, on a sorti un son le lundi. Le jeudi, on avait un artiste qui était l'artiste justement qui demandait de faire un feat. C'est passé en un truc de fou. Elle est rentrée se faire opérer une grosse opération du dos. Elle est rentrée à l'hôpital le lundi. Elle est sortie le jeudi. Elle ne pouvait pas être dans la rue. Enfin, je veux dire, ça a été à une vitesse incroyable. Dingue. Ça a été très, très difficile. Et ça a été difficile pour nous tous. Je crois que le succès, ça a été une évolution très compliquée à gérer. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière avec un succès énorme. Et après, quand j'ai continué à démarrer, je cherchais toujours ce résultat qui venait plus, parce que tu le vis qu'une fois. Après, j'ai eu la chance d'avoir d'autres artistes et ça a été un peu développé. Et c'est là où j'ai compris le mal-être des artistes, parce que nous, en tant que producteurs, en tant que gens cachés, ça marche, on a de l'argent, tant mieux. Ça marche un peu moins bien, tu peux toujours aller chercher un autre artiste. Ça marche encore moins bien, bah, tu peux arrêter avec l'artiste, prendre un autre. Bon, tu as toujours ce côté financier qui gère ta vie, mais quand tu as beaucoup d'entrées d'un côté, tu peux te permettre de prendre des risques sur les autres. Alors que les artistes, eux, ils vivent une vie qui est... T'as pas le choix, c'est ta vie et c'est que ça. Et la difficulté, elle est très dure. Et quand on rencontre aujourd'hui quelqu'un qui croit en nous, il ne le croit pas longtemps. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui financez, vous avez un producteur qui vous finance. Moi, personnellement, je paye pas mes séances studio. D'accord, parce que tu as une... En fait, mon producteur est ingé, D'accord, qui m'enregistre, il mixe, il fait les masters. d'accord. Après, Et vous avez quel genre de contrat ensemble? on n'a pas de contrat. Alors ça, c'est un sujet, c'est très important. Il est Pour où l'instant, il est pas là. Après, Dag est pas là. Il est pas Parce que ce qui est très important aussi là-dedans, et ça c'est un truc que les artistes... Il y avait une phrase que j'adorais, je la sors très souvent, c'est « on n'est pas à l'abri d'un succès ». Le jour où ça... Et quand tu la comprends, cette phrase, elle est incroyable. Ah ouais. Parce que le jour où tu as le succès, c'est là où ça part en couille. Et surtout si tu n'as pas de contrat. Alors à la limite, pour toi, tu n'en as rien à foutre, tu es artiste, donc demain, il ne pourra pas faire 100. Mais c'est vrai que je conseille beaucoup les gens dans le monde autour de se gérer des contrats. Parce que demain, tu es séduisante musicalement, ou séduisant musicalement pour un artiste, quand ça commence à marcher. Et du coup, quand tu deviens séduisant ou séduisante, tout le monde vient autour de toi. Alors, il y a les artistes, en général, quand je vais vous poser la question, tous les artistes diront « Non, moi, je suis fidèle aux personnes avec qui. » C'est pas vrai. C'est mort, c'est pas vrai. Quand ça va commencer à marcher, vous allez être séduit par des gens qui vont arriver, qui vont être un level au-dessus, ou 10 levels au-dessus, ou 100 levels au-dessus. Demain, toi, tu as ton équipe, tu te dis, voilà, moi, ça fait 10 ans que tu es avec ton équipe en électro, tu suis les mêmes personnes et tout. Demain, tu as un DJ Snake ou un mec qui arrive qui dit, frérot, t'es incroyable, je te veux avec moi, tu pars à LA, ou tu vas réfléchir. Même si aujourd'hui, tu vas dire, non, mais je ramène quand même mon équipe, lui, il va te dire, non, tu n'as plus besoin d'équipe, tu es avec moi, et c'est toujours compliqué. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont autour, il faut toujours faire des contrats. Et c'est cette fameuse problématique psychologique aussi, et on va dire mentale qui est très dure, c'est la liaison entre ton équipe et l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu des clashs avec votre équipe, ou pour l'instant, pour toi, tu es encore un peu jeune dans la carrière, donc pour l'instant, tout va bien? Il y a 1 an, j'ai 21 ans, pour l'instant, ça va. Après, on est censé se faire un contrat, on en a parlé, mais pour l'instant, rien n'a été encore fait. Mais j'ai jamais eu de clash. Enfin, en vrai, on s'entend assez sur ce qu'on fait. Parce que pour l'instant, ça marche pas spécialement. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être que si demain, je fais, je sais pas, genre 4 millions de streams et que... Ah oui.
et qu'il y a des talents en jeu, enfin qu'il y a de l'argent en jeu, peut-être que... Et je crois même pas que ce sera différent. Enfin, je crois pas, je pense pas, j'espère Si, pas. ça le sera. Ah, bon. Si, c'est sûr. En tout cas, Moi, tu je gagnes du m'entends temps. bien avec eux, ça se passe bien avec eux, donc pour l'instant, c'est tranquille, quoi. Ok. Et toi, ton équipe, tu l'as depuis... Là, c'est tout récent. Ah, c'est tout récent. Mais avant, j'avais des collectifs et il y a eu des clashs, effectivement. Mm. Et l'argent change les gens, effectivement. C'est vrai, tu confirmes? Oui. Ouais. Même entre amis. Ah ouais. Mais bon. Mais la vision de l'argent, un producteur, lui, il est là pour un délai, on le dit souvent, mais c'est vrai, on est là pour un délai court. Nous, on investit dans 2 albums, 3 albums, 4 albums, on n'y est plus. Donc, en tant que producteur ou manager ou DA ou qui tu veux autour de toi, c'est un délai court. La loi l'interdit, c'est-à-dire, je ne peux pas, moi, demain, te dire, bah, écoute, c'est quoi, je serai ton producteur à vie. C'est interdit. Parce qu'à partir du moment où je deviens ton producteur, tu es ma salariée. C'est comme ça que ça marche au niveau de la loi. D'accord. Tu deviens salarié. Et donc, du coup, ça n'existe pas un CDI dans la musique. Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir un CDD qui détermine le nombre d'albums pour éviter justement le... Et cette problématique-là fait que un producteur, lui, il a besoin, ou un manager aussi, c'est pareil. Un manager, il va prendre un pourcentage qui va être 5, 10, 15% en fonction de ça. Bon, toi, tu as la chance, si ton manager est aussi ton beatmaker, l'avantage, c'est que Mais demain... j'ai pas de manager en vrai. Hein. Lui a un peu ce rôle ou pas du tout? Ouais, un peu, ouais. Ok. En vrai, je dirais un peu. Mais j'ai pas de... Enfin, j'ai personne qui me... Comment dire? Qui va démarcher, ouais, qui va m'indiquer quoi faire ou qui va démarcher des scènes pour moi. Ou, enfin, ça, c'est moi qui gère, quoi. En fait, avec mon producteur, c'est vraiment... on a une vision commune de ce qu'on aime dans la musique. Moi, j'écris. Et lui, du coup, m'enregistre, il fait les mix, les masters. Après, il peut me donner son opinion sur ce que je fais aussi. Mais mes réseaux, c'est moi qui gère. Mon image, c'est moi qui gère. J'ai pas de manager. D'accord. Oui, donc c'est... Ok. C'est pas vraiment ton producteur, c'est ton coéquipier où tu le vois Ouais. comme producteur, toi. Bah, en vrai, les termes, moi, franchement, je m'y connais même pas trop. Donc, si vous me dites que c'est pas producteur, enfin, je sais. En tout cas, je travaille avec quelqu'un, j'ai une équipe qui m'aide pour ce que je fais. Moi, j'ai pas à dépenser de l'argent, sachant que c'est hyper compliqué parce que je suis étudiante à côté, donc, et je fais les allers-retours. Donc, j'ai pas à dépenser de l'argent pour mes séances studio. Pour tout ce qui est visuel, par exemple, j'ai fait deux visuels, pardon. C'est lui qui a financé ça aussi. D'accord, oui, donc il a quand même un rôle de Ouais, producteur. ouais. Un producteur, c'est le banquier de ta carrière. Ok. Voilà. C'est le banquier de ta carrière. C'est pas, tu peux aujourd'hui, tu peux avoir une personne qui va t'aider à faire tes sons. Ça devient ton DA éventuellement, tu vois, avec des conditions particulières. Ça devient ton beatmaker, ça devient la personne qui sera créditée sur tes albums que tu vas créer. Mais pour financer tout ça, si lui commence à financer les pochettes, si lui commence à financer les clips, à ce moment-là, oui, c'est un producteur. Mais là, si je le rencontre, il faudrait vraiment qu'il y ait un contrat. Je pense que c'est important pour lui, parce que c'est quand même compliqué aussi ça. Moi, j'ai eu, tu sais, en parlant en psychologie, il y avait un truc qui était connu chez Universal. Il y avait des psychologues spécialisés pour les producteurs de musique. Ouais. Mais ça va très loin, parce qu'en vrai, qui en avaient fait leur spécialité. Parce que si tu veux, c'est très compliqué. Quand moi, je me suis lancé dans le monde de la musique, j'avais envie, je venais j'avais une boîte qui fonctionnait bien, et je m'étais dit, attends, c'est bon, je faisais l'événementiel, j'avais des restaurants et tout, je faisais plein de business, et j'ai tout perdu, du jour au lendemain, vraiment tout perdu. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à la rue, alors que j'étais quelqu'un qui avait vraiment réussi, je suis tombé tout en bas. Et jusqu'à dormir dehors et tout, enfin, ça a été très violent, tu vois. Et en fait, cette descente, d'ailleurs, on en parlera, bon, c'est pas trop le sujet, on va essayer d'orienter ça, mais quand il t'arrive vraiment des coups durs, tu te retrouves des trucs à gérer psychologiques, c'est coton. Et donc, quand on a commencé à redévelopper tout ça, moi, je me suis lancé à ce moment-là dans la partie musicale. Je vais un peu orienter la réponse, qu'il y a une autre idée qui me vient, mais en fait, le plus important, je pense, mais on va quand même orienter là-dessus parce que j'ai quand même envie de te poser la question, voir ce que tu en penses. Cette descente aux enfers,
quand tu t'arrives vraiment quelque chose et que tu prends conscience. Moi, quand je me suis lancé dans la production, je me suis dit, je veux changer tout ça. Je veux être avec des humains, je veux être avec des gens que j'aime, j'ai envie de leur apporter quelque chose qui est très compliqué. Parce que moi, quand je suis tombé, j'ai tout eu, hein, dépersonnalisation, je me réveillais la nuit, je ne savais plus qui j'étais, pourquoi, comment, une angoisse horrible, vraiment des trucs violents, des extrasystoles, des trucs que le corps générait d'une manière ultra violente. Les médecins te disent, mais c'est pas grave, tu vas prendre des antidépresseurs, tu vas prendre des bêta-bloquants, tu vas prendre des trucs pour essayer, alors que le problème, il est juste... À un moment, tu perds pied, tu as la psychologie qui te casse et tu as l'impression que plus rien ne va. Et du coup, remonter là-dessus, donc moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi à développer. Et la musique a été un peu une manière de me sauver parce que je me suis dit, je vais aider des gens avec mes compétences à faire quelque chose. En gros, je vais sortir quelqu'un qui galère et avec mes compétences, on va avancer ensemble. On va devenir les meilleurs amis du monde et on fera des barbecues le week-end et on s'aimera vraiment. Et deuxième claque dans la gueule. C'est pas du tout comme ça que ça marche, tu vois. T'es là, tu veux aider les artistes, mais les artistes, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils se servent de toi pour arriver à un but. Au même titre que tu te sers des artistes pour arriver à faire quelque chose que toi, tu n'es pas capable de faire. Et c'est là où c'est très compliqué dans le monde de la musique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de belles histoires producteurs-artistes. Et c'est pour ça qu'il faut surtout bien programmer juridiquement tout ça jusqu'au jour... C'est comme un contrat de mariage, jusqu'au jour où ça va clasher, parce que ça va clasher. Tu vois ? Pour toi, la solution pour que les choses se passent le mieux possible, c'est de compartimentaliser en petites phases, on va dire un album... En mode, vas-y, on fait un album, on a ce contrat pour un album, en gros, et puis après, on verra dans le futur. C'était ce que je voulais faire au début, moi. Okay. C'était ce que je voulais faire, compartimenter. Et très rapidement, tu t'aperçois que le jour où l'album, il marche, donc tu as mis toute ton âme, l'artiste s'en va. Ouais, donc obligatoirement. Donc, du coup, tu le bloques pour plusieurs albums. C'est là la problématique qui arrive dans le monde de la musique contractuelle. C'est hyper important d'en parler parce que les gens ne le voient pas assez et ont souvent cette naïveté de dire « Non, mais moi, je sais d'où je viens et je sais que je respecterai mes gens autour de moi. » Mais non, ça ne passe jamais comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu sors ton premier album, si ça marche très bien, tu as envie d'être sur le deuxième. C'est normal, c'est grâce à toi aussi. Tout le monde s'est battu pour y arriver. Et là, les artistes ont des requins de dingue qui arrivent et qui disent « Non, mais t'inquiète, viens. » L'artiste voit ça avec les yeux de l'amour, c'était son rêve, tu vois, et il dit on va pouvoir me faire pumper. Donc, tu es obligé de bloquer l'artiste sur 3, 4, 5 albums. Mais la première album, quand il cartonne, tu as le même problème. Les gens viennent quand même voir l'artiste. Même s'il est bloqué. Même s'il est bloqué. Et donc là, rentre un côté psychologique très difficile. Parce que l'artiste, il est tiraillé entre les nouvelles propositions beaucoup plus alléchantes que toi. Toi, tu étais là au début, mais là, maintenant, il peut exploser grâce à tout ce qu'on lui propose. Et toi, tu deviens son problème majeur. Tu es le mec qui le bloque. Ouais. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué dans la musique, parce que tu as deux mondes qui s'affrontent. Un mec qui est là pour faire de l'argent rapidement, récupérer son argent et développer sa vie autour de ça. Et un artiste qui, lui, tu l'as aidé au début, mais devient vite un poids. Mais pas parce qu'il a envie de te changer, tout simplement parce que ton profil n'est pas assez intéressant. Moi, quand j'ai signé Taïk, Barack Adama qui arrive et qui lui propose « signe-moi, je veux signer ». Barack Adama, incroyable, tu vois, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, il arrive et tout. Et donc Taïk m'appelle et me dit « Cyril, j'aimerais bien partir avec Barack Adama ». Mais il n'y a pas des... Excuse-moi, je ne sais pas si je t'ai coupé. Non, mais tu peux, c'est l'idée. Je sais pas, des contrats qui se font où on peut embarquer les gens avec qui on travaille dans un truc. Non, parce que moi, le premier, en tant que producteur, quand j'ai envie de récupérer un artiste, demain, j'adore ce que tu fais, je vais te récupérer, je vais te mettre avec mes équipes à moi. Si tu t'entends bien avec ton beatmaker, ce ne sera pas un problème. Beatmaker, ok, ça marche bien, ça fit, c'est bon. Mais si le beatmaker est aussi producteur et qu'il va venir me dire « Ouais, mais attends, moi, j'ai envie d'avoir 15% de la carrière et tout », je vais dire « Ben non. Okay. » Je m'en fous, moi. Ou alors paye 15%, mais lui n'aura pas les moyens obligatoirement à ce moment-là. Et puis ça ne m'intéresse pas de partager s'il y a un buzz, tu vois. Et donc là, tu arrives toujours, et c'est quasiment impossible de ramener ton équipe. C'est toutes les plus grosses histoires dans le monde de la musique, tu verras toujours, même les sections d'assaut, tous ces artistes-là. Dans le monde de l'électro, le nombre de problèmes qu'il y a eu, c'est incroyable. L'électro, c'est pareil. L'électro, c'est souvent des passionnés qui vivent ensemble. Ils vivent ensemble, des passionnés. À un moment, l'artiste explose. Et en électro, quand tu exploses, c'est pas un petit peu, c'est souvent une explosion. Les producteurs, ils sont toujours laissés à l'abandon. Et où les artistes, ils font des dépressions.
Tu vois, on a aussi, on va un peu diriger là-dessus, mais la réussite des artistes, alors bon, vous en êtes pas là, mais vous êtes sûrement à la partie de votre carrière la plus stylée, la plus intéressante, même si elle est dure, parce que les artistes, quand ils commencent à y arriver, ça devient très compliqué pour eux. On rentre dans une autre phase psychologique qui est encore plus difficile. Tu vois, c'est cette espèce de schéma d'arriver à se dire, tu as des gens autour de toi qui veulent que tu ramènes de l'argent. Regarde tous les gros DJ qui ont fini par se flinguer. La pression était horrible pour eux. Et moi, je l'ai connu. Moi, je me souviens, un jour, Eva m'a dit, moi, je supporte plus cette pression, Cyril. Moi, je suis là. Ok, t'as donné au début, mais maintenant, toi, t'es là le soir, tu joues à la play avec tes potes. Moi, je chante toute la nuit, je suis dehors. Je peux pas gagner la même chose que toi, c'est compliqué. Et En quand... fait, elle avait pas le contrôle de sa vie, c'est ça? ben oui, elle perd le contrôle de sa vie, elle. Ouais. Elle perd le contrôle de sa vie. Et quand Barack m'a pris Taïk, parce que j'ai un bon fond et que j'avais pas les moyens d'assumer à l'époque, donc je l'ai laissé partir. Même si contractuellement il y avait un truc, t'as Ben, fait une rupture co. Ma en gros. faiblesse psychologique Ouais. de ce moment-là m'a fait que je ne voulais pas rentrer dans un Conflit. conflit armé. Ouais. C'était trop difficile. Je n'avais pas cette énergie. J'ai préféré lâcher, négocier des éditions. Et juste après, il a sorti Le Temps. Donc, moi, j'ai bon timing, bien merdique. Et il a explosé. C'est devenu un des plus gros artistes français. Et moi, me suis sorti juste avant. Mais je n'avais pas le côté psychologie. Et tu vois, c'est vraiment ce côté... c'est ça qui est très important et j'aimerais orienter les bonnes questions. J'aimerais poser des questions plus directes, mais j'essaye à faire des questions qui vont un peu là-dedans. Mais tu vois, ce côté psychologique, comme il est... Quand tu affrontes deux mondes qui doivent bosser ensemble parce qu'il n'y a pas le choix, mais qui sont absolument incompatibles. Ouais, et puis t'as ce côté, ce qui est dur dans ce que tu me dis, c'est ce côté où t'as cette espèce de potentiel gain que tu pourrais avoir. Mm. Potentiel perte, mais aussi potentiel gain. Et tu vis dans une vie qui est entièrement composée de ça, en fait. Que de ça. Soit tu peux potentiellement gagner, soit tu peux potentiellement Mm. perdre, soit tu peux potentiellement rater quelque chose que tu pourrais gagner. Exactement. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que tu vas vite essayer de combler cette... parce que c'est une souffrance, du coup, ça, par des recherches de certitude. Tu vas te chercher de manière dans ta tête d'être sûr des choses. Moi, je parle beaucoup de... En gros, ma méthodologie pour guérir d'un trouble anxieux, c'est d'identifier des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de CCR. Donc, en gros, la recherche de contrôle, la recherche de certitude et la recherche de réassurance. En gros, quand on est anxieux, il y a une méthode qui marche un peu au court terme, c'est de trouver soit du contrôle, soit de la réassurance, soit de la certitude. Le problème, c'est que ça agit un peu comme une drogue. Ça nous soulage au court terme, mais en gros, ça crée une accoutumance au long terme. Et après, ça baisse notre résilience émotionnelle. Et après, on a des symptômes qui commencent à apparaître parce que notre résilience émotionnelle est en bas. Donc toi, ouais, tu as eu l'environnement parfait qui t'a encouragé en fait, à mettre en place des mécanismes, que ce soit physiques ou mentaux, de rechercher de la certitude, quoi. Ah oui. Ça n'existe pas, la certitude. Ben, j'ai arrêté la production. Et du J'ai coup, pas eu t'as- d'autre choix, alors voilà. que j'adorais ça. Moi, j'adore, tu vois, quand je parle T'as avec trouvé des une autre artistes. forme, en fait. T'as trouvé une autre forme de production, en fait. Ouais, j'ai trouvé un moyen où je ne parle plus avec les artistes. C'était devenu trop dur, trop compliqué. Tu sais, quand tu as un artiste, c'est un peu comme quand tu as ton adolescent qui vient et qui dit ça va, rouler à 80 ou à 200 km/h bourré, c'est pas grave, tout le monde le fait. Toi, tu sais que c'est pas bien, parce que tu l'as fait, parce que tu es passé par là et tu as envie de lui dire non. Obéis à ce que je te dis. Un artiste, c'est pas comme ça du tout. C'est impossible. Dans aucun secteur de vie, hein, d'ailleurs. Hein, mais là, aujourd'hui, en plus, vous en êtes dans une carrière. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore vraiment vécu ça. Mais ça va être c'est pas pour vous flinguer votre rêve de devenir connu, mais quand tu deviens connu, tu rentres dans une phase où tu n'as que des gens autour de toi qui ont la capacité de ne plus avoir d'émotion. Je crois que c'est ça le pire. Tu vois, un mec comme moi n'est pas capable de suivre un artiste sur le long terme parce que c'est trop dur, trop direct, trop agressif. Et tu ne dois pas avoir de sentiments pour accepter ça, tu vois. Et moi, ça m'avait changé mon caractère jusqu'à tel point où pour me sortir de là, je me suis dit j'arrête la production. Je préfère arrêter quelque chose que j'adore faire, mais c'était devenu trop compliqué. Bah, c'est comme dans tout, quand tu fais quelque chose, pour moi, il faut choisir quelque chose pas pour le bonheur que ça t'apporte, mais malgré le mal que ça t'apporte.
Mm. Et peu importe ce que vous ferez dans votre vie, il y aura toujours du positif et du négatif dans tous les cas. Mais au lieu de se baser sur j'aimerais bien le high que ça peut provoquer, Mm. posez-vous plutôt la question est-ce que je pourrais supporter le mal que ça pourrait me provoquer? Parce qu'il y a deux types d'angoisse. Il y a l'angoisse qui est rationnelle et l'angoisse qui est irrationnelle. Là, on parle d'angoisse rationnelle, dans ton cas, où tu avais un métier qui était propice à énormément d'incertitudes, d'angoisse, etc. Et donc, tu as pris la bonne solution qui est de pivoter, quoi. Mais j'ai pas eu le choix, et vu qu'en plus moi je venais d'avoir tout perdu juste avant, donc le côté financier était devenu un vrai problème. Je l'ai vu, je le vois maintenant, hein. C'est-à-dire moi aujourd'hui, je suis obligé d'avoir de l'argent. Si j'en ai pas, j'ai des T'as plus beaucoup de charges, t'as beaucoup ouais, de- quand ça descend de par dettes. exemple, tu vois, je me dis waouh. Et ça me remonte des moments où j'ai tout perdu, tu vois. Et c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le plus difficile, c'est ça, et c'est d'arriver, je pense, à trouver ce côté. Parce que toi, tu parlais un truc qui était juste tout à l'heure, par exemple, c'était aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui t'angoisse. Et tu disais un truc très juste, c'est qu'il faut arriver à trouver un côté fun à ce côté-là. Et donc, vous avez encore cette possibilité de trouver un côté fun. Quand tu arrives dans un métier où après, tu n'as plus de côté fun, parce que justement, c'est tellement devenu violent que le côté fun, n'importe quoi est obligatoirement un conflit, ben, ça va devenir compliqué. Et c'est là où Il faut avoir le courage de partir. faut avoir le courage de partir. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes qui ont réussi te disent je préférais quand j'étais au niveau de la créativité, où je faisais encore ce que je voulais et où j'avais tout ça. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, votre but aujourd'hui à vous, c'est d'y arriver, D'être écouté. d'être écouté. Ça, D'en faut y vivre, réfléchir. ouais, Ouais. enfin, ouais, d'en vivre. Donc, si on en vit, forcément, on est écouté. Il y a tout, Mais- il y a tout ce qui va avec. Mais en vrai, moi, je veux pas forcément être genre une superstar de ouf. Je veux juste avoir de l'argent grâce à la musique et pouvoir faire que de la musique. Quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à être un peu une star. Contrairement à l'électro, où je te rejoins un peu, c'est que tu peux devenir une star dans l'électro sans avoir obligatoirement ce côté visuel obligatoire. Le visuel est très artistique. La plupart des DJ vont faire des vidéos de concerts, tout ça. Donc ça reste très artistique. Maintenant, bon, c'est sûr, après, tu as des superstars qui vont faire des TikTok pour justement arriver à faire un truc, mais c'est encore un peu différent. Dans ton secteur à toi, c'est encore autre chose. Parce que si, en plus, tu représentes, et je pense que c'est ça qu'a vu le beatmaker aussi quand il est venu, tu vois, tu as un côté, ta coupe de cheveux, ton style, tu vois, tout ça, même si aujourd'hui tu es un peu timide, je pense que le jour où tu es plus timide, il y a un charisme qui va se développer de ça, qui va être intéressant en termes d'image. Tu vois, il y a des gens déjà, tu les vois arriver, tu dis bon, en termes d'image, c'est pas la peine. Tu vois, ça marchera pas, ça collera pas. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut avoir une image dans ton métier. Dans un DJ, c'est différent. Tu peux être un mec complètement à l'arrache, en avoir rien à foutre. Si les gens ils sont comme des oufs en t'écoutant et que ta musique parle, bon ben c'est encore différent. Alors qu'aujourd'hui, t'es en concurrence, surtout dans des trucs comme ça, avec des Nakamura, des artistes, des Angel, dans des musiques que tu fais qui ont une image plus. Donc si tu développes pas cette image, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu es prête à ça? Développer cette image comme ça en tant que quelqu'un qui est anxieux? Parce que c'est... Moi, je suis prête à travailler, je suis prête à m'améliorer sur plein de choses. En vrai, c'est ce que je fais déjà. Rien que de poster sur mes réseaux, sur Instagram, par exemple. À la base, avant de faire de la musique, j'avais un compte privé. J'avais genre 5 abonnés, c'était ma famille, mes copines. Et j'avais même pas de photo de profil. C'était vraiment, j'étais dans un anonymat total. Donc rien que le fait là de faire mon Insta, de poster, de faire des vidéos, de faire des visuels, bah, ça montre que je suis prête à travailler là-dessus et je suis prête à essayer de dépasser ça. Après, j'avoue, il y a des jours où c'est chaud, genre c'est un peu compliqué. D'accord, donc tu sens déjà une Ouais. vraie difficulté là. J'ai du mal, genre rien que de poster parfois des visuels sur Instagram. Quand je poste, je désactive enfin j'enlève mon wifi quoi, et je pose mon téléphone sur le côté, le temps de souffler un peu, et puis après je prends mon téléphone pour voir un peu s'il y a eu des réactions, des retours. Mais non, le côté réseaux sociaux, c'est pour ça que tout à l'heure quand t'en parlais, j'étais vraiment... en fait, je me suis sentie concernée parce que moi, c'est un truc qui m'angoisse beaucoup là aujourd'hui. Est-ce que tu as identifié Après, pourquoi? Pourquoi tu avais aussi peur de ce qui se passait après avoir posté? je sais pas si c'est le regard des gens Ouais. ou si c'est... franchement, je saurais pas dire. Je sais que faire de la musique, c'est ce que j'aime. Écrire, c'est ce que j'aime. Aller au studio, enfin, j'aime trop ça. Mais après, tout le côté, même les lives, tu vois, genre les concerts, c'est un gros stress Enfin, j'ai un gros stress avant d'y aller. Et c'est pareil pour les réseaux, la promo, c'est vraiment... Je sais que c'est mes points faibles.
et que pour moi, c'est compliqué. Genre, c'est vraiment compliqué. En fait, physiologiquement, il faut que tu comprennes comment le cerveau marche par rapport à ça. En gros, il faut vraiment comprendre que tu es quelque chose t'es quelqu'un qui est fluide, qui peut changer, qui peut évoluer. Tu n'es pas fixé dans la pierre, tu vois. Et par contre, tu as un capital aujourd'hui où certains sujets provoquent de l'émotion chez toi, de la réaction anxieuse parfois, etc. Toi, ton cerveau, il va regarder qu'une chose, ça va être tes actions et tes réactions. Tu ne vas pas choisir le fait que quand tu postes, tu es anxieux. Ça, tu n'y peux rien. Par contre, tu peux choisir la réaction que tu fais par rapport à ça. Ouais. Et donc, pour moi, tu as juste 2 choix à chaque fois. La fuite ou l'exposition. La fuite, c'est positif au court terme. Ça soulage au court terme, donc ça peut être très tentant. Mais l'effet que va avoir la fuite, c'est que la prochaine fois que tu vas être exactement dans la même situation, ton cerveau se rappellera que la dernière fois, elle a fui, donc ça veut dire que c'est important, donc je vais lui donner beaucoup d'émotions, et du coup, grosse ration. Par contre, l'exposition, ça va être un peu inconfortable sur le court terme, mais la prochaine fois, ça va faire l'inverse. Ouais. Ton cerveau va être en mode, ah ouais, on l'a déjà fait la dernière fois, tranquille. Tu vois, et c'est pas linéaire, tu vois, ça va être des hauts et des bas. Des fois, tu vas avoir un projet auquel tu tiens particulièrement, ou peut-être que tu doutes un peu, donc tu vas plus avoir de stress, etc. L'idée, c'est de continuer ce que tu as commencé à faire, en fait. Ne laisse pas l'angoisse décider, ressens-la, et c'est pas un problème qu'elle soit là. Tant que tu es là à prendre les décisions et pas elle, progressivement, je pense, dans un an, tu te reconnaîtras plus, en fait. Et j'espère. Parce que je vois très bien ce que je veux dire. Moi, quand j'ai commencé à poster mes vidéos, C'est ça que j'ai posé en tant qu'ancien angoissé et ancien. Faut Moi, quand j'ai travailler aussi commencé là-dessus. quand j'ai appuyé sur record la première fois, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai été muet. Je peux pas pu dire un mot. Et j'ai pris 3 mois à me former un peu quand même. Mais après, quand j'ai commencé, quand je regarde mes premières vidéos, c'est chaud. Heureusement qu'il y a un peu Tout de le monde, montage je qui pense. sauve. Ouais. Mais au début, moi, j'avais identifié, en fait, ma peur, c'était... Surtout qu'à l'époque, en fait, des sujets sombres comme anxiété, dépression et tout ça, les gens n'osaient pas trop en parler, tu vois. Et donc, j'avais cette peur du regard des autres en mode, tu vas passer pour le gars qui parle de sujets sombres et tout, ça va peut-être te marginaliser, les gens vont être gênés à ta place, au repas de famille, ça va être bizarre, ah oui, il parle de trucs hyper sombres, etc., tu vois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, ma passion à moi, c'est ce fameux engagement que j'avais de j'ai vécu la chose, je veux pas que les autres vivent la même chose que moi. Donc, ça qui m'a porté, comme toi, ta passion te porte. Et puis, avec le temps, des fois, en repas de famille, c'était bizarre, mais j'étais en mode, franchement, je me suis fait tout un souci pour ça. Au final, j'ai bien fait de le faire. Mais ça, rationnellement, ça fait sens, mais ton cerveau, il comprend pas comme ça. Ton cerveau, il va juste comprendre une seule chose, je te le redis encore, c'est à chaque fois, tu as un choix entre l'évitement et l'exposition. Et à chaque fois, tu as un choix de décider est-ce que je vais devenir une personne plus résiliente ou plus anxieuse. Et c'est un combat de tous les jours. Mais après, avec le temps, ça devient hyper facile. Et si tu continues comme tu continues, dans un an, tu seras une autre personne. J'espère. C'est vrai que c'est intéressant aussi, tu vois. C'est comme la culture financière qu'on dit, pour un artiste, il faut apprendre à gérer son argent. C'est très important, mais faut, je pense que c'est hyper important de connaître ses limites, parce qu'il y a des choses dans la vie qui te débloquent à un moment alors que tu apprends tout seul, ou alors tu as de la chance de rencontrer des gens qui vont te permettre de débloquer. Moi, je sais que ça a pris des années avant de... Moi, ça a été des années très, très compliquées psychologiquement, mais vraiment plus. Hein. Oui, tu as eu un trouble anxieux. Waouh, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Hein. Ça a été à te dire, jamais je pourrais devenir heureux à nouveau. Après, jamais je pourrais revenir. J'ai tellement vécu des trucs forts, intenses, succès, défaite, fight, que c'est pas... Il y a des gens, ils ont la vie comme ça. Moi, c'est des flèches, tu vois. Et donc, du coup, j'ai voulu stabiliser tout ça et travailler là-dessus. Mais ça m'a pris très longtemps. Parce que moi, personne n'arrivait à mettre les mots. C'est pour ça que j'adore tes vidéos, vraiment. Sincèrement, je regarde parce que même si moi, maintenant, ça y est, j'ai vaincu tout ça tout seul, tu vois. Même des fois, j'entends des trucs et tu parles de choses... C'est hyper important. Quand moi, je me suis arrivé qu'à un moment, j'ai eu des problèmes à la vente d'Eva tellement forts que j'avais des problèmes de dépersonnalisation. C'est très violent, ça. Tu te réveilles la nuit, t'es là, tu sais plus trop... Enfin, c'est pas que tu sais pas qui tu es. En plus, c'est très difficile de l'expliquer, tu vois. Tu vois, quand tu l'as vécu, tu le connais. Mais sinon, et tu vas voir un mec, c'est son métier. Et le mec, il arrive, il dit, bon, on va faire un scanner. Comment c'est un scanner? J'ai juste qu'on me rassure, moi, j'ai pas besoin qu'on fasse un scanner. Tu vois. Si, on va faire quand même un scanner. Donc, tu vas faire ton scanner. En plus, moi, le pire, pour l'anecdote, mais c'était rigolo. Je suis allé faire un scanner à Monaco.
Et je pars de là, et donc je faisais des pertes de mémoire immédiates. Je parlais, je perdais ma mémoire et tout immédiatement. C'était très compliqué, je savais plus pourquoi et tout, c'était très compliqué. Et je reçois donc le résultat avant le compte rendu, et je vois photo de scanner de mon cerveau, 2 points blancs, 2 ronds avec une flèche. Ton cerveau il pète. Alors c'est rigolo parce que là il y a un système d'autodéfense qui te dit c'est pas grave, je vais mourir. Et là j'appelle mon banquier, non mais vraiment tu vois, j'appelle mon banquier, bon écoute vas-y il faut que je te voie, on va mettre l'argent de côté. Mon truc là sur le moment c'était... Ils t'ont pas expliqué quoi que ce soit, ils t'ont juste... Non, ils m'ont envoyé ça. Ils t'ont rien dit, Que aucune ça. explication. Et donc je vois ça, donc je me retrouve sur la route, je m'arrête et je me dis ok, j'ai une tumeur, je vais mourir, c'est pas grave, c'est bon, maintenant il faut que je protège mon argent et que je donne ça à mes enfants. Et donc j'appelle mon comptable, ma notaire en mode s'il te plaît rappelle-moi, c'est hyper urgent et tout. Et j'envoie le compte rendu et le truc à un pote à moi qui est urgentiste. Ça dure 15 minutes, mais ces 15 minutes-là sont les 15 minutes les plus longues de ta vie. Et l'urgentiste, mon pote m'appelle, il me dit ça va? Je dis comment ça va? Il dit mais t'as lu le compte rendu? Ben non, mais je l'ai pas vu. Il me dit ouais, moi je l'ai. Les 2 points c'est rien, c'est juste t'as une sinusite. Donc ils disent que c'est... Donc là, tu passes de je vais mourir à devoir te reconnecter avec tout va bien. Ça c'est assez compliqué. Et donc du coup, et là ça a été vraiment des périodes, si tu veux, qui étaient et tu prends conscience de la force psychologique des choses. Mais tu vois, c'est marrant parce que rien que d'en parler de ça, ça me fait des coupures de mémoire immédiates. Ah bah, C'est fou. Tu reviens à un truc. Il n'y a rien de plus important pour le cerveau humain que survivre, en fait. L'instinct de survie, il est au centre de tout. Donc quand il est mis en danger, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Mais toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'es tombé dans le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est vouloir se faire rassurer. Parce qu'en cherchant à te faire rassurer, puisque à l'époque, en tout cas, ça s'améliore, c'est pas encore le cas encore, c'est pas encore idéal, mais ça s'améliore, mais à l'époque, le système médical était complètement à l'ouest par rapport aux troubles anxieux. Et bah, tu t'es pris en prendre en charge de la pire des manières. Ah oui. Ils auraient pu faire un minimum d'efforts qu'ils n'ont pas fait du tout. Et du coup, ils ont amplifié ton problème, quoi. Eh oui, parce que moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on me dise ça va aller. Voilà. Tu vois. Après, tu deviens addict, t'es devenu addict à la réassurance. Ah oui, j'étais même. C'est ça qui a alimenté ton trouble anxieux. Ah oui, mais là, maintenant, je me calme avec ChatGPT parce que j'adore. En plus, lui, c'est incroyable. Bah, tu devrais essayer d'arrêter. Oui. Non, mais maintenant, si tu veux, j'ai réussi à passer outre tout ça et à trouver un côté beaucoup plus rationnel. Okay. Mais j'ai dû choisir les choses dans ma vie qui me plaisaient et m'enlever des choses qui ne me plaisent pas. Tu vois, là, moi, je fais les podcasts et tout ça. Et pourtant, je suis quelqu'un de très solide psychologiquement. J'ai vécu des trucs de fou, j'avais des gros clubs, j'ai eu affaire à plein de trucs. J'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, des grosses entreprises et tout. Donc, je suis quelqu'un de très solide. Mais il y a certaines choses, des petits détails, qui rentrent dans la peau. Et je pense qu'en tant qu'artiste, vous allez vivre aussi ce genre de truc. Hein. Là, on parle de ce cas-là parce qu'il y a plus d'expérience à raconter. Mais c'est important parce que vous verrez que des fois, vous allez vivre des choses qui vont piquer comme ça. Moi, il y a des petites choses comme ça qui font que ça peut me déstabiliser. Je fais le podcast et ça commence à marcher. Et à un moment, ça fait 2 semaines, explosion. Okay. Des vidéos qui montent à 4 millions, 3 millions, bam, tout le monde, les gens dans la rue qui s'arrêtent, bonjour et tout. Tu sais, ce truc, on ne s'est pas trop quitté, mais on te connaît. Dans la journée, j'ai 20 personnes qui me disent « Salut, tu vas bien et tout, ça va et tout ». Et je sais qu'ils m'ont juste vu ma tête, mais ils pensaient que je le connaissais ou quoi, tu vois. T'es sur TikTok, YouTube? Ouais, TikTok et tout. Okay. Et là, je me prends, je ne vais pas raconter parce que j'ai pas envie de faire de la pub de ça, un clash avec quelqu'un de très connu qui m'envoie un pic, mais pas méchant, tu vois. En mode, c'est normal, mais il m'envoie un pic en mode, tu l'ouvres un peu trop ou je sais pas quoi, parce que... Un commentaire, tu vois, un commentaire sur les réseaux. Et, bah ouais. Okay. Et donc, du coup, premier réflexe, c'est de me dire, attends, est-ce que je suis prêt à rentrer là-dedans, psychologiquement? Ça fait quelques années, je pense que j'aurais profité de la situation pour faire quelque chose et tout. Premier réflexe, hop, on recule. Prise de recul. Recule, j'annule tout ce que j'ai prévu. Ah, donc tu as quand même pris une décision. Ouais, j'annule tout ce que j'ai prévu. Je coupe mon TikTok. Des millions et des millions de vues. Je coupe mon TikTok et je me mets en retrait. Parce que je me dis aujourd'hui, moi, ma vie, elle est en train de se développer avec un projet incroyable, qui est fou. Ce que je fais, c'est pour aider les autres. Et on balance un truc négatif, alors que c'est juste pour aider. Me dire, moi, je le finance, ça me fait plaisir. J'y trouve pas d'intérêt
particulier à mon business de faire ça, à part que d'échanger, ça me fait du bien d'échanger avec des gens. Et je me retrouve ce côté négatif. Premier réflexe, j'ai l'argent aujourd'hui pour me dire, je m'en fous, j'ai perdu 5 000, j'ai perdu 10 000, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance, je coupe tout. Il a fallu que je reprenne un peu de temps de recul pour que de me dire, bon, mais je le fais différemment. C'est-à-dire que maintenant, mes podcasts seront moins trash. Alors qu'avant, c'était... les premiers que j'ai faits étaient beaucoup plus... tu vois, tu allais me dire, ouais, moi, c'est compliqué. Je pourrais te dire, ouais, mais si tu choisis mal, c'est que tu as des choix de merde. Tu vois. Et c'était ma manière de parler. Ben maintenant, ça a changé mon truc parce que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de ça? Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je le vois, que je vis toujours. Et les artistes, eux, et ça, je l'ai appris avec le temps, ça, ces problèmes-là, ils vivent constamment avec. Et c'est pour ça que les artistes sont toujours tout seuls. C'était... non, peut-être pas Orelsan. Attends, c'est quel artiste incroyable qui disait ça? Il disait, on est adulés. Les gens nous apportent énormément d'amour. Mais quand on se retrouve dans notre chambre d'hôtel, on est tout seul et on pleure. C'est pas DJ Snake? Peut-être, oui, peut-être, oui. Je crois que lui aussi avait dit un truc un peu comme ça. Je me retrouve toute seule et j'ai pas d'amis et je sais pas comment gérer tout ça. Et il y a même des producteurs qui cachent. Nous, on a commencé à le faire à l'époque, qui interdisaient aux artistes de voir leurs réseaux sociaux pour pas que ça les touche trop. Donc ils vivent dans une bulle fermée pour les protéger. Peut-être c'est une erreur d'ailleurs. Hein. Pour moi, en fait, c'est particulier parce qu'il faut que tu t'exposes, mais pas trop de façon pas trop violente. Donc toi, tu as eu ce truc-là qui t'a mis un gros coup de stress. Tu as réagi par une action. Du coup, tu as fait en sorte de doser les choses. Il y a une part des choses... Moi, j'ai donné mon avis honnête sur ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Pour moi, il y a une part des choses qui est complètement correcte sur le fait que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas envie de te clasher avec des gens et que faire du contenu où tu te trashais, ça allait arriver. Mais de l'autre côté, tu as quand même laissé la peur prendre une décision à ta place. Ah oui, bien sûr, décision irrationnelle, complète. Ah oui, bien sûr. Et ça, mets un petit veilleur sur ça dans tous les jours. S'il y a dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu laisses la peur prendre une décision à ta place? Évidemment, on est tous humains, on le fait de temps en temps. Tu vois. Mais garde toujours en tête que plus tu le fais, plus tu vas devoir le faire. Mais et je que pense moins que... tu le fais, plus tu vas devenir résilient à ce genre de choses. Et pour moi, ce genre de choses, de clash que tu as eu, il faut savoir aussi que l'esprit va l'amplifier, etc. En une semaine, ça serait passé. Et je pense que toutes les conséquences que tu as imaginées dans ta tête... Ah, mais surtout que moi, je suis très bon pour donner ce conseil aux autres. C'est ça qui est pire. C'est que pas, moi, je vais toujours dire aux gens, arrête. Tu te fais un monde, tu sais, cette fameuse bulle énorme avec ce que tu penses du problème et ce qui est vraiment le problème, c'est une petite boule. Donc, je sais l'expliquer aux autres. Et je me bats pour l'expliquer à moi. Mais c'est vrai que c'est tellement d'efforts. Et c'est très juste ce que tu dis. Mais vraiment, allez voir ce qu'il dit, parce que c'est vraiment incroyable, vraiment, pour tous ceux qui ont des problèmes. Vraiment, je le dis sincèrement et honnêtement. Et je pense que... Parce que des fois, quand tu mets des mots comme ça sur une action, ça te permet de la comprendre beaucoup plus facilement. Tu vois. Mais moi, c'est vrai que ça a été... moi, aujourd'hui, je suis maintenant dans une phase où je me recule du monde parce que c'est que comme ça que je suis bien. Et l'effort que j'ai de le faire différemment deviendrait trop compliqué pour moi. Et vu que j'ai une société qui est en train d'exploser, qui va objectif de licorne dans quelques temps, on est en train de développer. Les gens avec qui je côtoie, c'est que des hommes d'affaires, des businessmen avec qui je me sens bien. Est-ce que ce succès dépend du succès de podcast, par exemple? Pas du tout. Pas vraiment. Pas du tout. Okay, donc voilà. Plus. Et voilà, ça n'a rien à voir. Le podcast n'a aucun intérêt là-dedans. C'était devenu même, à cause de ça, ça aurait pu devenir un problème. Ouais. Donc j'ai préféré le stopper. Parce que, tu sais, et les artistes, vous avez ce problème aussi, c'est qu'on est des gens... quand tu es dans le business où les artistes, c'est un peu les mêmes caractères, on est quand même des rêveurs, on est capable d'amplifier énormément de choses. Je sais pas si ça vous fait ça, mais une petite situation, je vais imaginer 2500 possibilités de ce que ça peut donner. En fait, ce qui s'est passé, tu as eu ce succès qui a fait qu'un mec t'a repéré et qui t'a clashé. Et quand tu as vu ce tweet, vraiment le moment où tu as vu ce tweet, ça a généré une montée anxieuse sur le moment. Ah ouais. Donc, tu as eu un pic de cortisol, etc. Désagréable pour ton corps, tu vois. Avec ce pic anxieux, à la base, ça, tu peux rien y faire, ça arrive, c'est comme ça. C'est le moment, on se l'appelle l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, tu peux pas l'empêcher, il doit être là et c'est comme ça. Après, suite à l'élément déclencheur,
tu vas ressentir des pensées, émotions ou sensations, ce que j'appelle les PES, donc les 3 portes d'entrée de l'angoisse dans ta psyché, c'est soit une pensée, soit une émotion, soit une sensation, soit les 3 en même temps. Et là, tu as eu des idées inconfortables qui sont apparues dans ta tête en mode tout va s'effondrer, des trucs comme ça. Et du coup, tu as voulu protéger tes émotions de la souffrance qui venait avec ces pensées-là. Oui, exactement. Avec des actions concrètes. Et t'apprends, la résilience émotionnelle t'apprend à faire l'inverse, justement. Mais là, c'est particulier parce qu'il y a quand même une part de rationalité. Mais t'apprends, en fait, accepter que l'émotion, ce qu'elle te dit, et pas agir contre elle. Et ça, c'est quelque chose en Occident, on a beaucoup de mal à faire. En fait, pour nous, en Occident, il faut absolument agir dès qu'il y a un problème. Et c'est vrai que quand tu as moins 400 sur ton compte, il faut agir. Mais il y a un truc où ça ne changera jamais, où agir n'est pas la bonne solution, c'est les émotions irrationnelles. Et les émotions sont 90% irrationnelles en fonction des gens. Tu vois. Oui, bien sûr. Et pour le cerveau d'un quelqu'un qui habite dans l'Orient en général, c'est si je fais rien, c'est un risque. Là, si je ne réagis pas, si je ne change pas quelque chose dans ce qui s'est passé, je suis en train de prendre l'émotion que je ressens là par rapport à ce suite me donne l'impression que je prends un risque, tu vois. Alors qu'en vérité, dans la plupart des cas, non. Oui, bien sûr, t'en prends pas. Mais c'est vrai que tu as aussi... quand tu rêves beaucoup, si vous, en tant qu'artiste, vous avez cette faculté justement à voir, est-ce que vous arrivez quand même à tirer le côté positif ou vous avez toujours une vision négative de ce qui peut se passer? C'est un peu des deux, hein, j'ai envie de dire. Un peu des deux quand même. Ouais. Moi, j'ai tendance à être trop perfectionniste, par exemple. Ouais. Tu vois. J'ai une idée assez comprenais. précise de... Ouais, et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de me lancer, avant de sortir des sons, faire des choses. Ouais. Parce que trop perfectionniste, mais au bout d'un moment, je digresse un peu, mais au bout d'un moment, il faut y aller et puis arrêter de tellement vouloir important. tout contrôler et toujours penser... tout vouloir avoir ces 2500 idées, comme tu dis, et puis vraiment réaliser la bonne idée Oui. le bon rêve qu'on a eu, quoi. Il n'y a jamais rien de parfait, on ne peut rien anticiper, quoi. Moi, j'ai réussi à tipser ça, et ce que je dis souvent aux artistes, c'est mes plus gros succès à moi sont sortis, ça m'a coûté 500 balles, et c'est sorti comme ça, sur un coup de tête. Ah ouais. Et à peine on a commencé à avoir les moyens de passer plus de temps, ça a commencé à être de la merde. En fait, je pense que l'émotion du début, ce que tu sors la première fois. Et moi, je dis souvent, pour les artistes, quand vous faites des sons, enregistrez-les, et la première prise, c'est la meilleure. gardez-la. Ouais, c'est ce Parce que je- c'est l'émotion que vous y avez mis dedans. Après, vous allez vouloir retravailler, des gens vont donner des idées, vont donner des trucs et tout, et c'est quelque chose qui gâche un peu ce plaisir. Mais quand on a comme ça ce côté perfectionniste ou cette envie de développer quelque chose, toujours d'aller dans le détail. Donc moi maintenant, c'est vrai que j'aime bien, allez, hop, c'est bon, c'est parti. Allez, c'est bon, on verra bien. Parce que de toute façon, dans n'importe quel acte que tu fais, tu as du positif et du négatif. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Après, tu ça fais une dépend. erreur et t'apprends. Voilà, c'est de ça. ton erreur. Ouais, là, c'est ça. Et puis même dans quelque chose de merdique, tu sais, il y a un truc que ça a dû tous vous faire, mais dans les décisions que tu prends, même les pires moments de ta vie, ça t'a toujours apporté quelque chose de positif pour la suite. Ah, mais ça, j'en suis Tu vois? Bien sûr. persuadé Voilà. qu'il y a toujours une récompense au mal. Mm. Cette récompense, ça peut mettre des années à arriver, Ah oui, bien sûr. mais elle arrivera toujours. Elle C'est arrivera clair. toujours. Je rejoins ce que tu dis, ce que j'ai appris en cours d'ingé, c'est que quand, par exemple, il y a des artistes que tu arrives et que tu reçois, d'autres artistes que tu enregistres, etc., eh ben, la répétition, il faut toujours l'enregistrer. Parce que c'est là où est-ce qu'ils sont le plus lâchés. Et tu leur dis pas, mais juste, ils répètent, tu enregistres. Et généralement, c'est un one take et hop, c'est bon. Quoi. C'est incroyable. Et je rejoins aussi là, le son que Ayet Models a joué, que j'ai sorti, c'est un truc que je jouais le lendemain dans une soirée sur Lille, parce que je viens de Bruxelles, et donc je jouais à Lille, et il me manquait un son pour mon intro, et je trouvais pas ce que je cherchais, et j'ai vraiment en fait fait ce son, j'ai pris un son que j'aimais bien d'un artiste Boys Noise que j'adore, qui m'a beaucoup inspiré dans ma musique, et en fait je me suis dit, je vais remixer ce son, et voilà, je vais essayer d'en faire quelque chose qui correspond à cette intro. Et donc j'ai commencé le truc à 22h, je me suis dit à 2h j'arrête. Et voilà, j'ai mis, c'était que de l'émotion, j'ai mis 4 heures à faire ce Ouais, son, tu c'était as un fait one take. Je suis pas revenu dessus, le lendemain je l'ai joué. Et en fait, je comptais même pas le sortir, quoi. C'était un truc que j'avais fait pour moi et pour mon truc. Et en fait, au culot, je l'ai envoyé à Ayet Models pour voilà. Et en fait, 6 mois plus tard, il m'envoie un message, il dit ouais, je t'en mets et tout. Il le télécharge et voilà, il l'a joué. Donc truc de fou, quoi. Il y a Ouais, tellement mais- d'histoires comme ça, Ouais, non, mais- de Ouais. chansons. Je sais que quand
DJ Snake a fait Turn Down For What, qui Ouais. a Oui, voilà. complètement expliqué. Quand même Gims, il avait parlé de, je crois, Taper Comme Jamais, qui était sorti comme ça, il lui restait 1 heure dans le studio. Tu sais que une des plus grosses chansons de tous les temps, Indian de Linkin Park, je sais pas si vous voyez. Ouais. Il a écrit ça dans un studio, il était complètement démoralisé, il s'est dit vas-y, Ouais. il me reste une chanson à faire, je la fais et ça marchera jamais. Mm. Et il a fait toute la chanson en pensant que ça allait pas marcher, ça s'est explosé. Récemment. T'as ce hein, côté-là où en fait tu te rends compte, ça c'est dans la vie en général, c'est pas que quand t'es artiste. Même moi, je sais pas, j'ai pas eu d'éducation religieuse, mais en tant que mec qui a dû traverser l'anxiété, je me suis compris que t'as pas le choix dans la vie. Faut avoir la foi, mais pas dans le sens religieux, Oui, en mode, oui, je vois ce que tu dans veux le dire. sens où en fait tu Ouais, crois une énergie, quoi. qu'il y a une force outre que Mm. ton conscient. Mm. Donc le conscient, c'est avec qui je suis en train de te parler, qui prend les décisions que vous prenez tous les jours. Mm. Mais tu as aussi ton inconscient, tu as aussi ton corps, tu as aussi juste tes capacités, tu vois, des choses qui sont pas directement de toi, qui ont une force bien plus forte dans ta vie. Et si tu fais reculer ton conscient des choses, et tu lui dis, ok, t'es là, tu sers à quelque chose, mais pas trop non plus, et que tu laisses un peu le reste se faire, et ça se passe toujours comme ça en effet, hein, dès qu'une chanson marche, où il y a vraiment un truc qui cloche, il y a toujours cet élément un peu mystérieux de, je sais pas comment j'ai fait exactement, tu vois. Ah, tu t'es libéré, tu t'es mis, voilà, je sais pas comment dire. Ouais. Fleur de peau, non. c'est Oui, pas je ça pense je que veux dire. t'as- t'as. pas comment dire. T'as- Et souvent, même, t'as pas envie, la nu. chanteuse, Ouais. Tu t'es mis quand à elle a nu. sorti à péter, là, avec. À pâter, le- Ouais. Ah oui, oui. Elle voulait pas le sortir. Elle a fait en une soirée comme ça, et après, elle voulait pas le sortir du tout. Tu vois. Mhm. Elle s'est dit non, en plus, c'est. Et au final, regarde, c'est. Je pense qu'en effet, t'as une espèce D'alchimie. d'alchimie. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est super dur à contrôler. Par Ouais, définition. c'est très dur à contrôler. Puis c'est très dur aussi de pas avoir cette. Tu disais un truc qui était très juste, c'est quand tu arrives à quand même à faciliter, tu sais que cette décision-là que tu vas prendre va te permettre d'aller bien immédiatement et de te protéger. Tu as quand même tendance à le faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, tu t'enfermes. C'est comme dans tout ce qu'on va faire dans la musique et tout, les décisions. C'est pas évident de se dire, bon, je veux le sortir comme ça parce que tu vas te forcer à te dire, est-ce que c'est vraiment là où je suis le plus à l'aise? Non. Donc, je vais quand même forcer parce que c'est en refaisant 25 fois que je suis le plus à l'aise. Même si tu sais qu'au final, c'est pas obligatoirement bon, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à lutter. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis pas capable. C'est pas que je suis pas capable, je pense que si j'en faisais une vraie mission de vie, je serais capable. Ouais. Mais Ça j'ai t'a trouvé progressé. des alternatives. J'ai trouvé des alternatives. Les alternatives, elles sont violentes. Hein. Je travaille de chez moi. Moi, j'ai des bureaux. Ça fait 1 an que je suis pas allé. Je travaille beaucoup de chez moi. J'aime travailler de chez moi. J'aime les éléments, mais il y a que certaines personnes avec qui je me sens bien maintenant. J'aime parler avec les artistes, mais si par exemple demain, par exemple, je sais pas, je kiffe ce que tu fais et qu'on va commencer à parler business, de suite, arrêt. Dans ma tête, c'est blocage. Même si je vais avoir envie, je vais être partagé entre l'envie de le faire et surtout pas envie de le faire. J'ai croisé un artiste avec qui maintenant je travaille depuis longtemps, c'est le seul que je produis, qui s'appelle L'Amérigo, qui est un Lyonnais. Pourquoi j'aime travailler avec lui? Parce qu'il ne m'emmerde jamais. C'est-à-dire, il fait son business, il fait sa vie. Moi, je gère la finance et il n'y a jamais d'embrouille. C'est toujours, bien sûr, Cyril, bien sûr, Amric, bien sûr, Cyril, bien sûr, Amric. Et c'est cool, c'est fluide. C'est sans friction. Aucune. Mais quand il commence à y avoir des frictions, maintenant, dans mon business, je ne peux avoir le rôle que du décideur définitif. Je décide, c'est tout. Donc, je ne peux travailler qu'avec des gens qui m'écoutent, Qui accepte ça. qui acceptent ça. Mm. Je n'ai plus, je ne. Et là, ça a été même, j'ai des investisseurs qui sont rentrés, des gros investisseurs, parce que là, le projet a pris une ampleur énorme. C'est très dur pour moi de devoir englober et écouter leurs décisions parce que du coup, elles sont devenues importantes. Et j'en suis à me dire, maintenant, dans mes décisions de business, même dans la production et tout, j'ai arrêté la production à cause de ça, et je prends des décisions qui sont où je ne suis qu'avec des gens que je sais qu'il n'y aura pas de friction. J'ai travaillé, j'étais tellement patron d'établissement de nuit pendant longtemps, ma manière de faire, c'était toujours au frontal. Tu vois, j'ai un gros caractère, je pars vite, je m'énerve vite. Ça, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Fait que je n'ai plus envie. Je veux que ce soit, c'est que tout le monde s'aime autour de moi et que ce soit cool. Tu vois, mais c'est pas possible. Dans un monde de business, tu peux pas. Donc, tu as tendance à t'enfermer. Mais dans le monde de la musique, c'est très proche. Moi, quand je parle avec des artistes et tout, ils ont le même problème. Ils ne veulent plus, ils n'ont plus l'énergie d'aller se battre avec leur producteur. Ils n'ont plus l'énergie de convaincre la personne avec qui tu vas travailler, qui va financer. Ils ont plus, t'es fatigué. Dans ta tête, t'es fatigué, t'as plus envie. Et je comprends aujourd'hui, encore plus qu'avant, les artistes qui me disent, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. J'ai pas envie d'aller faire 25 TikTok. Et moi, quand je dis à l'artiste, tu dois faire 25 TikTok. Tu dois en faire 100, tu dois en faire 300. C'est ça, comme ça que ça va marcher.
Et c'est cette lutte-là, alors on a trouvé un truc, c'était très intéressant ce que tu disais, de trouver une autre méthode. Donc là, on a trouvé un mec, maintenant, on prend le clip existant, on le file à ce mec-là, et lui, il va faire les 300 TikTok buzz. Il va les découper. Mais c'est plus toi de les faire, tu vois. Donc c'est vrai que c'est... Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, tu vois. Et je pense que c'est hyper d'arriver à trouver de pas se dire qu'on peut pas le faire, mais d'arriver à trouver le moyen qui fait que ce soit le moins compliqué. Moi, je suis un fer. Ouais. Ouais, le moins émotionnellement. Moi, je suis devenu dans tous les aspects de ma vie, je suis devenu un spécialiste à ça. Ah ouais. Je trouve toujours le moyen. En fait quand j'ai un projet qui arrive, je réfléchis toujours au long terme. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire ça d'une manière qui va pas être chiante au long terme et à chaque fois, je rencontre, quand je vais à des événements TikTok et je rencontre d'autres influenceurs, je les vois, ils galèrent alors qu'ils ont plus de vues que moi, plus d'abonnés que moi. Ils ont une vie qui moi, je pourrais pas avoir, beaucoup trop stressante, beaucoup basée sur la performance des vues, etc. Et comme toi, en fait, tu as compris via tes expériences négatives ce que tu voulais éviter. Et après, du coup, tu prends tes responsabilités, parce qu'il y en a qui le font pas. Il y en a qui vont plutôt avoir le réflexe de la victimisation, ce qui est dommage. Toi, tu vas avoir le réflexe de la prise de responsabilité, du coup, tu crées un environnement où tu évites ça. Et je sais que moi, aujourd'hui, j'ai une vie grâce au fait, au truc, tout ce qui est négatif qui s'est passé, toutes les leçons que j'ai apprises durement, où j'ai ce conseil que tu as dit là, systémiser les choses, se créer un environnement pour ne pas avoir de problème à résoudre, c'est tellement important. Et quand tu es artiste, je sais pas, vous devrez vous renseigner sur un groupe que j'ai écouté il y a très longtemps, qui s'appelle Our Last Night. C'est un groupe assez particulier parce je crois qu'ils ont été à la fois indépendants, à la fois avec un producteur, ils ont fait un peu des deux, mais ils ont créé un business en même temps qu'ils ont créé leur groupe, et en fait, ils ont décorrélé leurs revenus financiers de leur groupe, en fait. Ils ont vraiment poussé le truc de la musique, ça va être ma passion, je vais faire ça de ma vie, mais ils ont appris des compétences en business à côté pour pas que ça soit un problème, en fait. Et donc, du coup, ils se sont complètement libérés de cette pression financière, mais il y avait quand même un truc où ça a marché, où ils avaient des bonnes idées, ils faisaient des covers sur YouTube de chansons connues, etc. Donc, il y a une stratégie qui était bonne, mais je pense pas qu'ils auraient pu avoir cette bonne stratégie si c'était pas créer un environnement qui relâchait la pression, en fait. Si tu as trop de pression... ça va pas marcher en fait. T'es pas créatif quoi. T'es pas exactement. J'ai vécu ça. Je suis désolé. Non, mais bien sûr. Mais quand je suis sorti, du coup, j'ai fait des études d'ingé pour me professionnaliser dans la musique, pouvoir m'autoproduire quoi, et dépendre de personne dans la qualité de la musique que je produisais. Et puis du coup j'avais investi dans le matériel, j'avais un studio et du coup je proposais des prestats de services à côté, recevoir des artistes et tout. Et en fait je me suis rendu compte que l'argent faisait que je travaillais sur des projets et je passais beaucoup trop de temps sur des projets qui ne me plaisaient pas forcément, et du coup j'étais pas créatif sur moi mes propres projets, où j'étais dans une demande de ok, il faut que je fasse ce que je veux faire, ça va pas forcément fonctionner parce que c'est pas dans les règles de la musique actuelle, et du coup je suis obligé de faire de brider ma proposition artistique. Et je te rejoins du coup sur ce truc où je pense qu'il faut être stable psychologiquement sur le financier et tout, et pas forcément pour la création artistique, je veux dire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sextories en mode j'étais vraiment au fond du gouffre et j'ai sorti un morceau et ça a explosé, ça m'a relâché, mais je pense que c'est un peu un mauvais exemple que ça. Oui, non, parce que si t'attends ça... Dessus, quoi. Et oui, si t'attends ça, c'est fini, tu remonteras jamais. Faut pas compter là-dessus, il faut être pragmatique. Si la musique, c'est ta passion, utilise ce pouvoir de la passion pour, je sais pas, garder 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Au début, tu vas commencer large et réduire avec le temps pour résoudre le problème de l'argent déjà. Pour moi, quand tu as dit au début, un artiste, c'est un chef d'entreprise. Pour moi, il y a beaucoup trop d'artistes qui n'ont même pas la vision business. Même si ce n'est pas leur travail, qui recrutent justement un producteur, tu es obligé d'avoir une éducation financière et business quand tu es un artiste. Sinon, c'est foutu. Ah ben c'est sûr. Sinon, c'est peut-être une chance sur 1 million. Mais à partir du moment où au moins tu connais des bases du business, comme l'offre et la demande, la visibilité, les tunnels de vente, etc. La promotion. Les bases de la base, la psychologie humaine, qu'est-ce qui va faire qu'un contenu va attirer les gens, etc. Si tu connais pas ça, aujourd'hui, oui. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, il y a 20 ans, peut-être pas. Peut-être, ouais.
Oui, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant avec l'IA, les artistes seront obligés de tourner leur carrière avec quelque chose de beaucoup plus business. Parce que l'artistique lui-même ne suffira plus. Il va y avoir une Ouais. évolution, il va y avoir beaucoup de choses, mais l'artistique en elle-même ne suffira plus. Ce sera l'image, la gestion financière, comment tu gagnes de l'argent, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Et l'IA va beaucoup aider aussi à travailler là-dessus. Bon, je ne sais pas ce que va donner les générations IA psychologiquement, parce que Ouais. ça va être bien violent, je pense. On va pas être prêt à... On va se satisfaire de cette facilité de vie, cette facilité d'avoir un ChatGPT qui dit que tu as toujours raison, cette manière d'avoir l'impression d'être toujours incroyable, d'avoir... tu sais, aujourd'hui, les psychologues marchaient beaucoup dans ce que je me suis fait ami avec des mecs, à force à discuter. Je suis jamais allé voir de psy parce que j'avais l'impression que c'est pas ça qu'il me fallait. Il fallait autre chose, tu vois, parce que j'étais toujours dans ce truc-là. Mais je pense que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais tu vois. L'IA. Je parlais de Ah, l'IA. Ouais. l'IA et de Mais, la facilité. mais voilà, l'IA aujourd'hui, merci, mais va apporter une certaine facilité qui va faire qu'on va tous se satisfaire de ça et qui va quand même devenir très dangereux. C'est un danger, ça. Parce que C'est à double tranchant. C'est ça, exactement. C'est une arme à double tranchant. il va y avoir... Bien aiguisé. Ouais, bien aiguisé. Et puis aujourd'hui, moi qui suis un hypocondriaque bien sympa, l'IA m'aide beaucoup. Tu vois, je dis, est-ce que si j'ai une croûte là, c'est pas un cancer? Non, c'est pas un cancer. Mais tu Ah ouais? continueras à être Ouais, voilà, ça, c'est- Moi aussi. voilà, bon, ben voilà, ben tu vois, Ça, tu ça, te sers de c'est le ChatGPT CCR. aussi pour ça. Ça, c'est le CCR numéro 1. Hmm. C'est la recherche sur Internet. Ouais. Tant que vous continuerez à le faire, vous resterez Ah ouais, vous mais- serez de plus en plus hypochondriaque. Mais ChatGPT maintenant on rassure beaucoup quand même, tu vois. Non, c'est Mais bon, si, c'est je pas un sais, cancer. c'est- Ah, c'est bien. C'est terrible. Tu sais ce que j'ai dit à Pareil. ChatGPT? J'ai dit parce que moi, par contre, ça va loin. C'est-à-dire, si je lui dis, ouais, regarde, ça, j'ai une photo, j'ai ça ou quoi, et qu'il va me dire, je sais pas moi, non, c'est rien, mais fais quand même, vérifie quand même, on sait jamais. Tu sais, je sais pas moi, mais regarde dans 2 mois si ça n'a pas évolué. Mais parce qu'il est entraîné pour. Comment ça? pas Donc moi, se je lui ai mouiller dit, juridiquement, moi, ChatGPT. je veux que tu me donnes une réponse sur les 99,8% de réponses. Les 0,2% ne m'en parle pas, s'il te plaît, parce que je vais faire un putain de focus sur ces 0,2% de merde. Et c'est Tu pour vois ça- ce que je veux dire? Ouais, je vois Voilà. C'est pour ça que Tu vois. la meilleure chose que tu as à faire quand tu as une peur, pareil, tu as une croûte, tu as peur d'avoir un cancer. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est moi, ce que j'appelle la règle des 2 semaines. Mm. Tu attends 2 semaines. Tu dis, OK, là, on est tel jour, j'ai ce truc-là. J'attends 2 semaines. Hmm. Tu vas pas avoir un concert fulgurant en 2 semaines qui va te prendre le jour au lendemain. Ouais. Et dans Pas 2 avoir de semaines, chance. si c'est encore là, allez d'aller sur ChatGPT, tu vas voir un vrai médecin. Ouais. Mais bon, moi, je crois de moins en moins à la médecine et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai jamais. Parce que moi, la médecine, à contrario, m'a fait beaucoup plus de mal que tu Parce vois. que tu as vécu un trouble anxieux qui était Ben, très mal. oui, et personne n'arrivait à me l'époque, dire ce que c'était. Moi, quand j'allais voir, je t'assure que quand j'étais un truc à la con, parce que tu vas sûrement dire qu'il faut pas faire ça, mais tu vois, par exemple, à l'époque, quand moi j'étais vraiment dans l'anxiété, des fois, tu sais, ta respiration, tu as l'impression de plus rassurer. Et j'ai lu un truc une fois comme quoi, alors, que ce soit vrai ou pas vrai, je veux même pas avoir la putain de réponse, parce que ça me va très bien de penser que c'est vrai, que de toute façon, si tu prends le truc oxygène, tu sais, tu le mets au bout du doigt, si tu es à 99,8, c'est que t'as pas quelque chose de grave. Sinon, tu serais à 93 si tu allais crever. Et bien ça, de me savoir ça, alors j'ai pas besoin que ChatGPT me dise oui, mais dans 0,2% de cas, tu peux quand même avoir quelque chose de grave à 93. T'as envie de Parce que liquider, tu mais- pas ce que j'appelais tout à l'heure la foi. Oui, Toi, si t'as pas le 100%, il va rien se passer de grave, ouais, t'y crois pas. ouais. Parce que la foi, ça s'entraîne. Ah oui, C'est un peut-être. muscle que tu as atrophié à force d'aller sur ChatGPT, à force d'être addict à la certitude. Mm. La certitude, ça soulage. ChatGPT, c'est instantané, c'est bon, tu penses plus. Mm. En t'entraînant à être en mode, ok, j'ai peur d'avoir un cancer. Mm. Fin de l'histoire. J'ai peur d'avoir un cancer. C'est terrifiant d'avoir peur d'avoir un cancer. Mm. Tu meurs, c'est horrible, terrifiant, tu vois. Mm. Mais tu t'arrêtes là, pas besoin d'essayer de le résoudre. Mm. Et si tu t'arrêtes là, tu vas vite voir que, je vais pas rentrer dans le spécifique, mais en gros, la partie de ton cerveau qui rationalise l'amygdale va avoir plus de pouvoir et va faire comprendre à ta peur, t'inquiète pas, c'est pas vraiment un problème. Mais si tu continues de le faire, c'est l'inverse qui se produit. Mais Ouais. c'est pas qu'il faut pas le faire, tu vois, Mm. parce qu'il faut rester pragmatique. Au début, l'amygdale a un pouvoir qui, de tous les cas, est plus fort que le pouvoir de rationalisation du cortex préfrontal. Tu vois. Donc, dans tous les cas, au début, tu peux pas. Tout ce que tu as à faire, c'est des petits actes de courage, par-ci, par-là, où tu dis, vas-y, cette fois, je vais pas aller sur ChatGPT, on va voir.
Il suffit de le faire une fois, et après tu dis, putain, mais j'y pense plus, ça fait 10 minutes que j'y pense plus. Trop bien. Et Mm. après, Ouais, t'apprends, ouais, en ouais. fait. Et après, tu dis, bah, vas-y, je vais réessayer. Et après, avec le temps, parce que moi, j'ai fait ça de nombre de fois quand j'étais Ouais. anxieux, je connais. Mais au bout d'un moment, ça devient une évidence. Bah, vas-y, je vais pas aller sur ChatGPT parce que je sais ce que ça va faire après. Et surtout Ouais. que je sais que ça va faire de ne pas y aller, en fait. Tu vois. Hmm. Mm. Mais je sais que c'est pas facile. Ouais, c'est pas. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as tendance surtout avec le temps, c'est un peu comme chaque névrose que tu vas développer, même dans les carrières artistiques, les artistes apprennent à le vivre aussi dans le temps. Mais chaque névrose, tu as ton corps qui a réussi à mettre des barrières, alors Ouais. qui sont impossibles à bouger après, je pense, au bout d'un moment, ou l'effort qui est de les bouger. Quand tu as réussi à passer ce cap, ça fait 10 ans, je t'aurais dit, j'ai besoin de trouver des solutions pour ne plus avoir ça. Maintenant, j'ai réussi à, bon voilà, j'ai des problèmes je suis anxieux, je regarde, 98, 99,8, c'est bon, je vais pas mourir, donc ça va, direct, ça enlève. Ce petit truc-là a fait que pendant 1 an, 2 ans, j'avais besoin de ce truc. Maintenant, je le prends même plus avec moi, ça va. Parce que je sais, tu vois, j'ai réussi à vivre. Et je sais que de toute façon, le truc sera positif et qu'il n'y a rien de grave. Mm. Mais il y a un truc aussi, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé avec des artistes, le vivaient beaucoup. C'est aussi le côté, quand tu as quelque chose d'émotionnel très dur, ou une décision qu'on t'oblige ou quoi, ou quelque chose, une décision comme quoi toi, tu es timide ou quoi, il y a souvent des éléments où tu vas prendre et le résultat de ce que tu vas être, de ce que tu vas faire n'est pas immédiat. Il peut venir, tu vois ce que je veux dire, hein. Putain. Moi, je sais La que par patience. exemple, ouais, c'est incroyable. Moi, par exemple, je sais que par exemple, je vais avoir un gros coup de stress. Mhm. Mes symptômes, ils sont dans 1 mois. Ah, Et moi aussi. tu vois, tu Ouais, l'as déjà vécu exactement ça? pareil, ouais, ouais, Putain, pareil. et ça, c'est. Mais ça, si personne te le dit, tu vois, Ouais, c'est ça, horrible. Parce que tu fais pas de relation entre. Attends, je comprends pas, là, je vais bien. Mhm. Pourquoi je commence à avoir des extrasystoles? Pourquoi j'ai des pertes de mémoire? Pourquoi j'ai des trucs? Attends, wow, Mm. c'est pas normal, tout va bien. Mais en fait, non. Mais ça, personne me l'a appris, je l'ai appris tout seul. Et après, en mettant ça, du coup, tu t'aperçois que c'est la réalité. Et du coup, tu as tes éléments qui sont décalés. Moi, j'avais compris, quand je faisais les festivals de Cannes à l'époque, j'organisais des événements. Une pression horrible à organiser ça, c'était vraiment horrible. Mais moi, c'était 6 mois plus tard que ça arrivait. T'as un contre-coup. 6 mois. C'était énorme, hein, 6 mois. Mm. Tu fais plus relation avec le fait que c'était pendant le festival de Mhm. Cannes. Et petit à petit, ça s'est rapproché, mais j'ai des symptômes. Et donc, c'est encore plus anxieux parce que tu sais que quand tu as un gros coup de stress, tu sais que, putain, tu sais que dans 1 mois, tu auras le retour. Tu te Peut-être crées une que ça espèce se de travaille, hein. prophétie après. Ah oui, oui, bah oui. Ah ouais, Ça, bah en après. fait, c'est parce que tu as besoin de certitude et le cerveau, des fois, il a tellement besoin de certitude qu'il est prêt à se persuader d'un truc hyper négatif, Hmm. juste pour moi être sûr que ça va arriver. Ah oui, oui, C'est- pour être sûr que ça va arriver. Ouais. Putain, vous aussi, vous avez envie de le ramener chez vous, quoi. J'ai envie de l'amener chez moi pour remplacer le chat GPT. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça que j'aime chez toi et que j'ai trouvé génial. Et je trouve que moi, maintenant, c'est vrai que j'ai réussi à passer ce cap et j'arrive à tu vois, même si je mets des trucs à la con et que je devrais pas le faire. Mais je pense que c'est vrai que c'est important pour la plupart des gens. Et j'étais très content de faire ce podcast et que tu viennes en plus parce que je pense qu'il y a des fois des choses claires et simples, des mots comme ça que tu prends et que tu vois, quand toi tu dis comme toi, tu comprends ce que je dis parce que Ouais, moi, tu ça le vis aussi. Ça m'arrivait souvent pendant mes périodes de partiels. Oui, ben ça, Ouais. Quand oui, j'avais tu des déplans. Ouais. examens, j'étais genre à réviser vraiment des grosses séances de révision intenses et tout, je sais pas moi, de 18h jusqu'à 4h, 5h du matin. Et j'étais vraiment à fond. Hmm. Et je ressentais aucune fatigue, Ouais. rien du tout. Et puis c'était genre 3 semaines, Hmm. 4 semaines après. Et je ressentais que j'étais vraiment KO, que j'avais Ouais. mal au ventre. Hmm. Et ça m'arrive à chaque fois que je traverse un truc un peu stressant. Mais je pense que le corps, et c'est passionnant, j'aimerais pouvoir le maîtriser. Je sais qu'il y en a qui le font. Exemple, quand tu pars sur un truc très important, tu t'aperçois que tu n'es pas malade. Mhm. Tu vois, ça c'est incroyable. Le corps est capable. Moi, des fois, par exemple, je démarre, j'ai un rendez-vous très important, j'ai le rhume, je me dis, oh putain, t'arrives sur place, tu n'as plus rien. Le corps, il arrive à te bloquer ça. L'adrénaline, Bon, il te le garde et après, il te le remet plus tard, tu vois. Et ton corps, il automatise ce schéma de protection. Et je sais qu'il y a des Tibétains, des moines et tout ça qui arrivent à se déclencher des orgasmes. Ils arrivent à se déclencher des trucs. Mais c'est vrai, c'est incroyable. J'ai vu une émission là-dessus. Les mecs, ils arrivent à se donner une émotion de joie, mais incroyable, comme si c'était un truc de fou, juste parce qu'ils ont réussi à aller le piocher à l'intérieur. Je pense que c'est un boulot incroyable, Bah, tu sais, mais beaucoup de t'imagines? choses que je dis,
moi, en fait, j'ai appris tout ça. Déjà, quand tu souffres beaucoup, tu es bien motivé à Ah ouais, apprendre apprendre. de tous les Ouais. côtés. Mais moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mes éléments de réponse de toute la philosophie qui vient de l'Orient, en fait. Ah oui, bah oui. C'est de là, en fait, l'Occident, Je suis d'accord on est avec toi. parti un peu trop loin, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Depuis la révolution industrielle, on est rentré dans une dynamique de contrôle, justement, de réassurance, de pilules magiques à tout. Et c'est pour ça qu'il y a une épidémie en ce moment. Mm. C'est parce que sociétalement, il y a un problème. Tu vas en Asie, tu vois, tous ces problèmes dont on parle, Ils y sont ils pas. connaissent pas. Mais Le tu problème. sais, je me souviendrai toujours quand j'avais mes problèmes et que j'allais voir les médecins qui voulaient me foutre des extrasystoles, des bêta-bloquants, des trucs pour le cœur, et que je suis allé voir mon ostéo la première fois et qui me dit, mais non, mais c'est ton estomac, et qui est ça, tu devrais aller voir un acupuncteur. Je suis allé voir un acupuncteur. J'en sais rien, psychologique, pas psychologique, bref, le sujet est même pas là. Le mec me faisait les énergies comme ça, il me montait et tout, et j'avais une telle... C'était tellement incroyable que quand en fait, il m'a expliqué des choses, comme, tu vois, quand il y a des mots comme ça qui te percutent dans ton cerveau, il utilisait des mots et tout, mais moi, mes extrasystoles ont duré 3 ans. Un jour, j'en pouvais tellement plus que personne ne me comprenne. Les extrasystoles, t'as un battement en moins et celui après, il est très fort. Et ça te fait tourner la tête et tout. C'est le Très cœur. surprenant. Hein, Ouais, très surprenant. Je me suis dit, il faut qu'on comprenne. Personne ne me comprend. Je suis descendu en bas sur le terrain de sport. Je courais comme un fou en espérant que je tombe, tu vois, pour qu'on prenne au sérieux, tu vois. Parce que je devenais fou, tout le monde disait, mais c'est rien, bro, des trucs de... Bon, bref, en plus... et ça a été quelque chose de très violent. Et encore une fois, tu vois, c'est fou. Mais ça, c'est dingue. Depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à garder un cap sur ce que je suis en train de dire, parce que le fait de reparler de ça fait un phénomène que j'ai moi souvent, c'est les pertes de mémoire immédiates. Ça, je l'ai quand je suis dans des périodes tu vois, de stress ou de discussion. Le fait de reparler de tout ça, alors c'est très cool, hein, mais c'est vrai que ça me fait perdre. Depuis tout à l'heure, j'ai 2-3 fois, je perds le truc. Donc je finirai pas ma phrase, je sais plus ce que je voulais dire. Tu as dit que tu avais couru, du coup, tu étais forcé à courir très fort. Ouais, j'ai couru pour tomber. Et c'est, voilà, merci de suivre. Et c'est mon acupuncteur et qui m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est ça. Et qui m'a, je te jure, je suis sorti de là, après 3 ans de galère, je n'en ai plus jamais eu. J'en ai T'as maintenant. réussi à lâcher prise d'une manière. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment les piqûres, est-ce que c'est psychologique? Bref, on s'en fout. L'important, c'est que ça marche. Il y en a qui disent, ah, mais pourquoi tu prends ces médicaments, c'est placebo? Eh, mais si ça marche, ta gueule. On s'en En fait, fout, quoi. ça arrive souvent en angoisse. L'angoisse va se déplacer. Hmm. Et les gens vont trouver un moyen de se réassurer définitivement sur un sujet. Ouais. Et Ouais. tu déclenches autre chose. Voilà. Parce que C'est- tu restes hypochondriaque, tu vois. Ah ouais. C'est chiant. Ah, mais moi, Tu j'ai pourrais ne pas tout eu, l'être. moi. Moi, je connais mieux que les médecins pour la plupart des trucs graves, hein. J'ai vu des neurologues. Quand ça allait mieux au niveau du cerveau, j'avais des problèmes de vue, j'avais des problèmes de ouïe, tout. J'ai débloqué tout. À chaque fois que j'étais rassuré, j'ai débloqué autre chose. Mais c'est pour ça que moi, vraiment, le conseil que je te donne, c'est de manière générale. Il y a 3 portes d'entrée à l'angoisse, une pensée, une émotion, une sensation. Si une pensée, une émotion ou une sensation te fait du mal, enfin, tu ressens une émotion négative, un truc négatif par rapport à ça, entraîne-toi à ne rien faire. Entraîne-toi à identifier la compulsion que tu vas avoir, aller sur Internet, sur ChatGPT, même sortir de la pièce, peu importe. Et dis-toi, vas-y, chez toi, je vais rien faire à part être en mode, ok, vas-y, je me sens comme ça. En fait, quand tu comprends qu'une émotion, moi, l'image que j'aime beaucoup, c'est que les émotions, c'est des messagers dans ton cerveau. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait un dessin animé qui s'appelait C'est Dès la qu'il vie. faut à la vie. Voilà. Ouais, bien sûr. Tu avais des petits personnages dans le corps humain. Ouais. Vous voyez vraiment ça comme ça. Une émotion, c'est un messager. Donc, il a un petit papyrus avec lui. Il court, il va dans ton cerveau. Donc, il peut partir d'une sensation ou d'une pensée. Il a dans ton cerveau, il toque à la porte. Déjà, si tu veux pas répondre et ouvrir la porte, il va taper de plus en plus fort. Si tu mets des barricades dessus, il va taper de plus en plus fort, il va jamais s'arrêter. Donc, tu peux avoir vraiment des gros symptômes si tu veux pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte, prendre son message, le lire, être OK avec le fait que le message peut être complètement faux, et que la plupart du temps, le message est complètement faux, mais lire le message et montrer à l'émotion, j'ai lu le message, c'est bon, tu vois. Et là, l'émotion, quand elle voit que tu as lu le message, elle dit OK, j'ai fait mon job, je m'en vais. Et c'est l'absurdité de ça qui est très difficile à comprendre en Occident. On ne tolère pas l'absurdité des choses. Pour nous, s'il y a une émotion, elle est forcément vraie, en fait. S'il y a une peur, elle est forcément vraie. Et plus elle est intense, plus c'est le cas. Alors que c'est pas vrai du tout, en fait. Et ça, au début, c'est dur à accepter parce que du coup, tu dois abandonner tout ton système de pensée qui te donnait une forme de réassurance, en fait. De savoir que bah, quand je pense quelque chose, ça veut dire quelque chose, etc.
Et en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui permet de savoir les choses, c'est le temps. Le track, par exemple. Une track, c'est Ouais. T'as peur de monter sur scène, mais à force, tu le combats, puis au final, tu te rends compte que. Voilà. Et même, tu peux, je sais pas, après 20 ans de carrière, tu peux faire un concert dans une petite salle et avoir le track. Ouais, il y a Et des artistes quand qui tu le rentres disent, dans ça. un délire où tu es en Mm. mode, bah, c'est comme ça, j'ai le track, fin d'histoire. Pourquoi vouloir trouver une solution au track, en fait? Tu le Mm. fais quand même. Tu sais que moi, j'étais batteur à une époque, dans une ancienne Ouais, vie. Au début, je jouais, je fermais toujours mon charlet parce que ma jambe, elle Ah oui, pouvait tu comme ça. tremblais. Ouais. putain. Et avec le temps, j'ai arrêté de le faire. Et puis, quand même, quand je refais des concerts, j'avais encore un petit track qui revenait, mais j'étais en mode, c'est comme ça. C'est pas grave, genre. Ouais, c'est. Quand tu arrêtes de contester les émotions, c'est là où ta santé mentale devient incroyable. Et tu te sens invincible, en fait. Tu te sens en mode, je peux ressentir n'importe quoi. Puisque je ressentirai que la première couche des émotions à chaque fois, ça sera gérable. Ce sera pas un problème, tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est fou parce qu'aujourd'hui, bon, là, on est dans un thème musique, mais ça va dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est vrai ce que vivent les gens, ce que vivent les artistes, ce que vivent les producteurs, ce que vivent les tourneurs, ce que vivent tous ces gens-là, c'est vrai qu'on rentre dans cette vie du business, mais globalement, même en ce moment, avec la société qui va mal, toutes les infos qu'on se chope dans la gueule tout le temps et qui sont que des sources d'angoisse au quotidien. Est-ce qu'on va crever d'une bombe? Est-ce qu'on va crever d'une pandémie? Est-ce qu'on va tous ces trucs qui ont niqué des générations entières? Mais c'est vrai que tu te dis, si les gens avaient plus d'apprentissage sur le financier, de rassurer, de comprendre, sur le psychologique, de t'apprendre, de te dire des choses, d'anticiper, ce serait incroyable, ce serait Mais c'est ce qui se d'utilité passe. publique. C'est ce qu'on trouve avec les formats podcast, là. Le format podcast, c'est quelque chose qui est unique parce que ça permet d'avoir une vraie discussion d'humain à humain. On n'est plus sur quelque chose d'unidirectionnel que tu peux avoir dans les contenus que tu avais avant. Maintenant, le format podcast est en train un peu de un peu rendre très commun la discussion entre les gens. Et c'est ça qui, pour moi, hein, moi je suis très optimiste par rapport au monde. Ouais. Peut-être parce que je regarde pas autant BFM TV que les gens le font. Mais parce que pour moi, cet accès à l'information qui est en train de devenir démocratisé est en train de créer, pas forcément une génération parce que ça affecte tout le monde, est en train d'éduquer les gens d'une manière qui n'est plus spécialisée comme avant, mais généraliste. Et les gens apprennent tout autant en business, en gestion des émotions, etc. Mm. Donc moi, perso, je suis plutôt optimiste. Hein. Ouais, mais je pense, de toute façon, c'est comme tout, chaque étape finit toujours bien, parce qu'il y a toujours de bonnes choses qui vont sortir de là. Mais c'est vrai que d'avoir cette vision peut-être un peu plus large et d'apprendre aux gens c'est vrai que par les podcasts, tu as raison, podcast, tu apprends beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de conneries aussi, il faut Il y vraiment a faire beaucoup la de part des conneries, ouais. choses sur les choses intéressantes, C'est sympa. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent experts alors qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est compliqué. Moi, je sais pas si je suis optimiste avec ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que je suis optimiste avec ce que j'ai envie de donner de sens à ma vie. Je pense que c'est important aussi d'arriver à le gérer. J'aurais été un très mauvais artiste jusqu'à maintenant. Je pense que avec l'expérience, maintenant, je pourrais être un bon artiste. Parce que tu tu as vois. trouvé l'importance d'avoir un sens. Ouais, je pense que Et tu ça, as je pense l'important que c'est d'avoir un un truc sens de ce que tu fais. En tant Parce que qu'artiste, c'est le plus important. mais à les avoir. artistes, je les comprenais pas très souvent avant quand ils disaient ouais mais tu comprends moi c'est important ce que je crée et tout ça. J'ai envie de lui dire mais non mais c'est le business. Mec. Et c'est vrai que je devais être détestable à ce moment-là. Avec le temps, j'ai appris à comprendre ce qu'ils avaient vraiment dans ce que vous avez dans les tripes quoi. C'est cette passion de création et que quoi qu'il arrive, oui tu peux te travestir un peu, mais tu peux pas te travestir totalement. Il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont pas capables, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est à ce moment-là où j'ai compris ça, où je me suis dit je ne peux plus, parce que je les comprends, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vois. dirais, c'est quoi ton sens maintenant dans ton activité pro? Dans mon sens, dans mon activité, Ouais. Qu'est-ce qui t'a conduit à créer Deepster et tout ça? de pouvoir continuer à être dans ce monde que j'adore, mais sans avoir la relation humaine. Le premier truc que je disais, c'est j'arrive à gérer 40 000 artistes et le dimanche soir, personne ne m'appelle. Tu vois. Et ça, c'est incroyable. Alors Et que ça, c'est ce que tu as par rapport à toi, mais ton projet, il y a quelque chose que tu as envie d'apporter aux gens dans la façon dont tu le fais. je le développe, on va dire, aujourd'hui comme un outil financier, mais pas avec une âme d'améliorer la vie des gens. Tu vois, c'est pas mon objectif. Ça a jamais été mon objectif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout de développer un outil très facile et qui permet, d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai jamais voulu apporter de service aux artistes avec Deepster. Je ne veux pas apporter quelque chose qu'on peut demain venir me reprocher. Mais c'est pas pour me protéger moi, c'est pour toutes les boîtes aujourd'hui qui ont voulu apporter des solutions et tout. Être artiste, c'est se dire que tu as une chance sur 100 000 de devenir connu. Donc tu as
tout le reste de pas l'être. Tu t'en rends pas compte, mais moi, ce que je vois avec ton contenu et la façon dont tu parles, c'est que toi, ta façon d'aider les gens, c'est avec le pragmatisme. Ah mais moi, Tu oui. vas à contre-courant avec beaucoup de ce qui se passe en ce moment où on est dans une société malheureusement où les gens sont plus intéressés par le fait d'être perçus comme des gens qui aident les gens que vraiment aider les gens. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, tu dis des choses qui peuvent être vraiment très mauvaises à entendre et très agréables à Oui, entendre, oui, ben, c'est mais tu es pragmatique et par ton pragmatisme, tu aides vraiment les gens. Tu vas pas dire aux artistes, allez-y, vas-y, croyez en vos rêves et vous allez réussir. Tu Mais leur dis en les plus- choses mode, en non, plus, il y a des règles à respecter qui sont pas forcément agréables à entendre, mais Oui. c'est comme ça. Et tu joues un peu le mauvais rôle, Hmm. mais au final, tu as un impact qui est positif. Mais en plus, je le sais, 90% des gens et des milliers de commentaires de gens qui me disent ah, merci, franchement, c'est génial, on avait besoin d'entendre ça. Et ça me fait du bien. Ah, le Mais en temps même que tu fais temps, économiser aux en gens. même temps, si tu veux, je le fais vraiment avec bienveillance parce que moi, ça ne me rapporte rien à part me coûter de l'argent. C'est juste de passer des bons moments et espérer que on va pouvoir apporter quelque chose de positif. C'est pour ça que c'est vraiment décorrélé du côté business, de ce côté ce que j'ai envie de faire. Moi, j'adorais faire des séminaires, parler avec des gens, apporter mon truc. Tu sais, je donne souvent l'exemple. On peut me payer 20 000 euros. La dernière fois, on m'a proposé 20 000 balles pour partir en Thaïlande, faire un séminaire pour former. J'avais pas envie de le faire. Pourtant, quand Trace TV m'a appelé en me disant Cyril, faut venir à Montpellier ou à Aix ou quand on m'invitait pour venir parler avec des jeunes, seulement il y a 0 euros. Mais j'étais comme un fou. Je me réveillais le matin, j'avais vraiment envie de le faire parce que ça me plaisait d'apporter quelque chose, tout ça. Et vu que je le fais vraiment que pour le partage, tu vois, Pour la connexion que tu la faisais, connexion, tu vois, j'étais très content que tu viennes parce que je sais que ça va aider plein de gens et plein de jeunes et plein de... Et je me disais, tu vois, c'est super de partager des moments avec des artistes comme ça, qui plein de passion. Et c'est vrai, quand quelqu'un vient m'apporter un truc négatif comme ça, d'un coup, avec mon passé, fait que ben, c'est compliqué, tu vois. T'as envie Et de donc, trouver je vais l'inverse. continuer parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je trouve que c'est incroyable de rencontrer voilà, des gens comme toi, de rencontrer des artistes et de rester quand même connecté, tu vois, avec le monde de la musique, parce que c'est quand même là-dessus que là, derrière mon monde informatique, financier et automatisation, c'est génial. Deepster, c'est un projet incroyable et je peux pas tout dire maintenant parce qu'on va l'annoncer rapidement, mais ça va être incroyable ce qui va se passer. Mais j'ai envie de continuer à ça. Et c'est vrai que c'est important. Moi, je trouve que c'est d'utilité publique, pas ce que je dis moi, mais d'entendre les gens de ce que Et tout si le monde tu a gardes dans le ça cœur. au centre de ton activité, ça va marcher. Mais pour moi, c'est pour les artistes, c'est le truc à vraiment. Si on fait une étude de cas simple, tu regardes tous les artistes qui ont fonctionné, il y a un côté musical hein, qui crée la dopamine forcément quand tu écoutes la musique, mais il y a toujours une mission que l'artiste a, quelque chose qui fait qu'il y a une connexion qui est faite, quoi. Et pour moi, c'est tu vas trouver un peu, il y a deux cercles qui va être l'intérêt personnel de l'artiste et l'autre cercle, ça va être ce que les gens ont besoin. Et quand tu arrives à créer quelque chose qui est à la fois très personnel, qui parle vraiment de toi et des expériences que tu vis, mais qui va connecter avec des gens, c'est là où tu crées cette espèce De lien. de réaction qui crée un lien très fort directement entre toi et ton public et qui te fidélise, qui crée une fanbase, etc. Et donc, je sais que dans ce que je m'avais envoyé pour les thématiques que vous voulez aborder, un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est ça, justement, c'est comment trouver... est-ce qu'il faut aller mal pour réussir? Pas forcément. Mais pour moi, utiliser sa vie, son expérience personnelle comme le vaisseau pour connecter avec les autres, donc trouver une manière de genre partager ce que nous on a vécu en tant qu'humain via notre art, parce que du coup c'est un conduit qui est beaucoup plus facilement interprétable quand c'est musical, mais parler de sujets qui parlent à beaucoup de gens, c'est là que ça qui fait le succès, plus que la voix, plus que l'instru ou quoi. Et si des vous émotions, comprenez- quoi. Voilà. Et des émotions qui vont susciter un vécu, en fait. Et là où ça marche encore le mieux, c'est quand tu arrives à toucher quelqu'un quand il vit quelque chose. Quand tu touches quelqu'un, tu parles d'un sujet qui touche quelqu'un au moment où il le vit, il t'oubliera jamais. Et tu auras un fan pour toute ta vie, quoi. Je suis d'accord. Ok, bon, bah écoutez, de toute façon, on arrive à la fin de ce podcast. Elle est hyper vite. Merci hein, à tous d'être venus. C'était vraiment très, Merci. très cool. Alors, c'est vrai que ça a pris Merci. une tournure qui a été faite parce que justement Arthur a confirmé qu'il venait et j'étais très, très content qu'il vienne. Et du coup, bah, on a un peu orienté les questions, mais je pense c'était super. Merci Arthur, vraiment grand plaisir. très sympa. Abonnez-vous, je sais pas où est la caméra, mais vraiment allez voir ce qu'il fait. C'est moi, ça m'aide. Je pense que et moi, je suis déjà entre guillemets guéri et malgré tout, ça m'aide. Donc je pense que c'est
tu devrais être remboursé par la Sécu. Utilité publique. Vraiment, vraiment, je le dis sincèrement. C'est vraiment très bien. Donc, allez voir ce qu'il fait. C'est On gentil. mettra vos réseaux sociaux aussi à vous. On ira suivre Merci. en espérant de voir des succès joués au Tomorrowland et peut-être toi Ouais, lâchez voilà, rien. Peut-être, qui là-bas. Et La puis que chaîne. toi, tu sois une crooneuse de ouf et que tu aies plus de timidité et que tu nous fasses des trucs incroyables. Et je vous suivrai, je regarderai. Si vous aurez mon Instagram, on pourra s'envoyer des messages avec grand plaisir. Si je peux vous aider d'une manière quelconque, ce sera avec grand plaisir. Donc, bon, toujours pareil, il faut s'abonner. Moi, je suis pas très fort là-dedans. Mais, abonnez-vous, cloche, tout On mettra tout le, sur l'écran. voilà, tout le bordel. Et merci. Et puis, à bientôt.